secret à moi, c'est la respiration. 1 mm sur le tapis, c'est 1 centimètre au bout à la cible. De différence, il faut être ultra précis. Quand je prends le départ, mon plus gros adversaire, c'est moi-même. J'avais du mal à trouver ma place, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Quand on vit pour la première place, pour les titres et tout, quand t'es la 10e, la 5e ou la 20e, finalement tu te sens Pas légitime. Ouais. J'ai encaissé la pression et derrière, je me suis dit, je suis pas capable de repartir sur une saison. Il a fallu gérer différemment, trouver aussi des objectifs différents. Salut Julia. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, plutôt bien. On est chez moi, donc ça va. Est-ce que pour les gens qui n'ont pas la vidéo, tu peux décrire rapidement ce qu'il y a un peu derrière nous, le nom de la montagne qu'il y a, et nous dire où est-ce qu'on est ici ? On est à Villars-sur-Doron, donc chez moi. On est dans mon petit jardin. On voit le petit potager derrière nous. La montagne, là, j'avoue qu'on voit beaucoup de forêts derrière moi. Ouais. Et au loin, un petit peu caché, il y a la montagne d'Outray. Ok. Donc voilà, on est plutôt dans la plaine et c'est un jour ensoleillé, donc on n'est pas trop mal. Ouais, on est très bien. On va presque prendre un coup de soleil d'ailleurs. On fera peut-être une pause crème solaire. Une région que tu connais, enfin un endroit que tu connais par cœur. Tu y es né presque ? Ouais, j'y suis née pas très loin, à 20 minutes à Albertville. Ouais. Donc je la connais par cœur, la région, tout le massif du Beaufortin. Je pense que je connais beaucoup de chemins ici. C'est mon terrain d'entraînement, les routes en vélo aussi. Donc voilà, disons que je suis à l'aise ici, je me sens bien et j'ai prévu d'y vivre encore quelques années. Ouais. Ok. Il y a du monde, hein. C'est quand même une terre de champions. Pour être venu pas mal de fois à Albertville faire des interviews, il y a, je crois, Marie Bochet que j'ai rencontrée qui est pas très Elle loin. habite juste à côté, ouais. On était à l'école ensemble. Donc, elle est à l'école de ski Les Saisies aussi, ouais. Elle a commencé au Saisies, mais on vient du même village, de Villars-sur-Doron. Là, à 5 minutes, tu prends ta voiture, tu arrives chez ses parents. Okay. C'est vrai qu'on a une terre, je sais pas si c'est terre de champion, mais en tout cas terre de sportifs, je pense, avec des belles montagnes, des stations de ski. Donc c'est sûr qu'on baigne là-dedans, on grandit là-dedans. Ok, ouais, François Daen aussi, un petit peu, peut-être un peu plus haut lui. Sur Arèche, ouais, ça va, 15 minutes, ça reste très près. Ouais. On est à quelle altitude ici ? On n'est pas très haut, on est à 700 là où j'habite. Ok. C'est marrant, ouais, j'aurais dit plus. Mais si tu montes sur le sommet de la commune, tu arrives sur les Saisies, c'est aussi sur une partie qui est sur la commune de Villars-sur-Doron, donc tu es à 1008. Ça va, disons qu'on peut faire un petit peu de trail avec du dénive. Ouais, bah écoute, ça donne envie, hein. Franchement, quand je vois les montagnes, ça me démange. J'aurais dû amener ma paire ma paire de baskets et aller courir, retarder d'une heure le train. J'ai une question favorite pour commencer les épisodes de podcast. Je pense que c'est mon biais de papa et mon biais qui aime bien, peut-être un petit peu romantique, où j'aime bien revenir en arrière. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. C'est pas forcément quel est ton vrai premier souvenir, mais un souvenir qui t'a marqué, que t'aimes bien raconter, ou un souvenir qu'en dit long sur toi et ta personnalité. C'est pas facile parce que je crois qu'en fait j'ai toujours aimé bouger, j'ai toujours aimé être dehors. Mes parents sont agriculteurs, donc j'ai toujours été en montagne, en alpage. J'ai grandi en alpage au Saisies. Tous les étés, on montait là-haut et je pense qu'en fait j'étais tout le temps dehors. Et je sais pas si on peut vraiment appeler ça un premier souvenir de sport, mais c'était avec mon père. Je pense que j'étais insupportable. Je voulais toujours être dehors. Du coup, des fois, quand j'étais avec lui, que j'allais faire les parcs pour les vaches avec lui, au bout d'un moment, on était au sommet d'une colline et il disait bon, ok. Alors là, le premier en bas de la colline, il a gagné, quoi. C'était descendre le plus vite possible. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça, mes premiers vrais souvenirs d'une gamine qui se dépense dehors en fait et j'adore ça et j'ai toujours adoré la compète en fait, essayer de battre mon père, c'était quelque chose je crois que c'est ça ça m'a animé, quoi. J'ai aimé ça, je me suis dit j'ai envie de faire du sport. Ok. T'as toujours beaucoup bougé, toujours été un petit peu presque hyperactif, est-ce qu'on peut le dire ou... Je sais pas si j'étais hyperactif, faudrait demander à mes parents ça, mais j'ai toujours aimé être dehors. Ouais. Je pense que j'étais pas beaucoup devant la télé. Hein. Enfant, j'avais les voisins, les cousins, et j'étais tout le temps dehors en train de jouer en fait, avec en plus des enfants plus vieux que moi, donc je me faisais entraîner par les anciens et on a fait quelques conneries, on jouait tout le temps. Ouais. Je me souviens des fois des soirées quand j'avais les parents avaient des amis qui venaient manger à la maison le soir. Je me souviens de jouer au foot jusqu'à 21h, 22h. Ça c'était jour de fête parce que du coup on pouvait se coucher tard, mais c'était à la frontale, de courir dehors à la frontale. Ouais. J'ai toujours aimé ça, donc peut-être un petit peu hyperactif quand même. Ouais. Ok.
Et qu'est-ce que ça veut dire une enfance dans les alpages? Concrètement, ça ressemble à quoi les étés? Faut s'occuper des bêtes. Tu y passais beaucoup de temps. Enfin, moi, je me rends pas du tout compte. Tu vois, je te disais effectivement que ma mère est née pas très loin d'ici, mais je suis un garçon des villes, tu vois. Et, euh, et déjà pour moi, une sortie au zoo ou à la ferme, déjà, c'est la nouveauté. Alors j'aimais bien ça, mais concrètement, ça ressemblait à quoi une enfance dans les alpages? Bah, j'adorais parce que en fait c'est que à 30 minutes d'ici, de chez Ouais. moi. Mais une fois qu'on terminait l'école, on faisait les valises et on montait pour les 2 mois d'été sur les saisies. Ok. Et du coup, dans une petite maison d'alpage. Et c'était juste. Moi, j'ai l'impression que j'allais en vacances en fait. J'arrivais, c'était ouais, il faisait un peu plus frais, on avait moins chaud là-haut, on était bien. C'était quand même une vie comme si j'avais envie d'aller aider mon père aux vaches ou faire les parcs, je pouvais y aller, mais vraiment, c'était juste qu'en fait, je pouvais jouer dehors tout le temps, quoi. Ouais. C'était ce que j'aimais. Ma mère, elle faisait sa vie et nous, on faisait la nôtre, quoi. C'était vraiment, on n'était pas du tout confinés dans un appartement ou dans une maison. Et c'était juste que je passais vraiment ma vie dehors, en fait, à aller grimper aux arbres, à aller. Il y avait un petit ruisseau, donc à aller attraper des grenouilles. C'était des choses comme ça, en fait. Une vie dehors où j'ai appris. Je pense que j'étais une enfant plutôt du coup dégourdie. Je Mm. faisais pas mal de choses de mes mains. Et j'aimais ce côté aventure. Et en fait, quand je montais là-haut, j'avais l'impression de partir à l'aventure. Je pouvais partir. J'allais aussi un petit peu aux champignons quand je commençais à être un peu plus grande, à partir un peu toute seule. Et ouais, j'avais ce côté où je me suis dit, ouais, c'est trop bien, je peux faire ma vie en fait. Ok. Trop bien, ça donne trop envie. Tu vois, je me dis, là, pour les enfants, ça serait vraiment trop bien. Puis j'imagine, pas de voisins, pas de route. Enfin, il y a zéro danger. En fait, le seul autre danger, c'est que tu te perdes. Et Ouais. c'est difficile de se perdre au milieu de la montagne, j'imagine. Après, on n'est pas au milieu de nulle part. On a un alpage assez facile, assez accessible. On a une route en terre qui arrive Mm. et c'est assez touristique en fait. On est vraiment face au Mont Blanc. On a la station des saisies et nous on est sur le côté Bizane. Donc en fait, d'où je suis, je vois la station des saisies et je peux pas être plus face au Mont Blanc que là, quoi. Ok. Donc il y a pas mal de touristes qui se baladent et c'est un petit peu aussi apprendre aussi à dire bonjour aux gens et à se sociabiliser parce que ouais, ça les surprenait peut-être des fois de voir une enfant toute seule comme ça, ou alors j'avais des copines, voir des copines comme ça, voir 3 gamines de 10 ans courir partout dans les champs. Mais ouais, c'était ça. Avec mes sœurs, je pense qu'on avait vraiment vécu une belle enfance. En tout cas, moi, je me dis, voilà, la chance que j'ai eue de vivre comme ça. Ouais. Ok. T'es t'es où dans la fratrie? Alors d'ailleurs, je viens de remarquer que ce mot n'est pas conjugué. Euh, euh, dans la famille, du coup, on va dire. Je suis Parmi l'aînée, ouais. T'es Je l'aîné? suis l'aînée, je suis la plus grande. J'ai 2 petites sœurs. Donc, Ouais. les pauvres, elles ont dû subir mes petits moments de speed où j'avais que envie, c'était de jouer, de jouer, de jouer, alors qu'elles, des fois, elles avaient juste envie d'aller s'allonger sur le canapé et qu'on leur foute la paix. Mais ouais, ouais, je suis l'aînée. Ok. Euh, à côté de ça, c'était comment l'école? Pas foufou, l'école. Pas Ok. foufou. Pas- J'aime les choses bien faites, j'aime le détail, j'aime les détails, j'aime la perfection. Donc j'étais très travailleuse, mais Hmm. c'était très difficile pour moi. Comme j'étais la première de la famille, mes parents savaient pas trop ce que c'était, du coup d'apprendre à lire à une enfant, et c'était vraiment la cata, c'était difficile. Ok. Donc ils se disaient bon bah c'est peut-être normal, c'est peut-être difficile. Et en fait j'ai été diagnostiquée avec dyslexie. Ouais. Bon, c'est diagnostiqué, ça fait un petit peu maladie, mais ça va, Ouais, ouais. c'est pas très grave. Mais j'avais de la dyslexie, donc j'ai appris à lire en fait très tard, aux alentours du CM1, CM2, Ouais. où j'ai Pour les réussi parents, c'est à. déroutant. Ouais. Voilà, Ouais. c'était un peu difficile. Et donc j'aimais bien aller retrouver les copines, mais c'est vrai que c'était difficile. Et après, voilà, quand j'ai compris ça, on a mis en place l'orthophonie, ces choses-là. Et au final, maintenant, je m'en sors plutôt bien, ça va. Je pense des fois, quand je suis paniquée, j'inverse les mots dans les phrases et quand je parle vite et je suis perdue. Donc, si ça arrive dans le podcast, c'est que je suis pas au top. Écoute, on va ralentir, on n'est pas pressé. Et écoute, aucun jugement par rapport à ça, parce que moi, j'ai mis énormément de temps je confondais les M et les N, les B et les P, et je crois qu'il y avait un autre duo. Enfin, moi aussi, ça a mis, Mais j'ai mis. ça et les V et les F. Ok, rien à Ah, voir, mais les V et ouais. les F. Ouais. Ah, moi, j'ai mis beaucoup de temps également, donc. Euh,
c'était une forme de dyslexie. Je pense que mes parents m'ont jamais dit ça parce qu'en fait, ils ont vite compris que c'était différent, Mm. quel que soit en fait. Enfin, il y a tellement de dyslexie possible qu'ils ont jamais voulu mettre une étiquette dessus. Mais oui, j'étais pas le plus facile. J'étais pas le meilleur en dictée et en français, quoi. Moi, donc pas de jugement par rapport à ça. Très bien. T'inquiète. Et moi aussi, ma langue fourchera probablement. Et au-delà de ça, ouais, du coup, tu prenais pas spécialement de plaisir, ou en tout cas, c'était douloureux. Ouais, douloureux peut-être pas, mais c'était pas les moments où je préférais les moments de sport, quoi. Je préférais quand on allait Mm. faire du sport, je me sentais vachement plus moi-même et Ok. vraiment j'avais l'impression que c'était là ma place, quoi. Après Ouais. j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été quelqu'un qui, je pense, ouais, travailleuse. Quand j'ai une lacune à quelque part, bah, je veux la combler. Donc Mm. j'ai beaucoup bossé et finalement bah, j'ai quand même réussi à faire des études. J'ai eu un bac, bon, un bac STMG. J'ai pas fait scientifique ou littéraire parce que c'était pas mon domaine. Mais je me suis quand même éclatée dans mon bac STMG, dans le marketing, la gestion. C'était quand même vraiment, ça m'a apporté plein de choses. Et aujourd'hui, ouais, je suis quand même assez contente de mon parcours. Bah écoute, bravo, tu peux en être fier en tout cas. Merci. Euh, et le... c'est quoi les premiers sports que tu as pratiqués en club ou en dehors d'un club d'ailleurs? Le ski, forcément. Ouais. Le ski, étant dans les montagnes, mon père m'a tout de suite mis au ski parce qu'en plus il est pisteur secouriste l'hiver. Ok. Donc ça a été assez naturel pour mes parents de dire bon bah là on va la mettre sur des skis pour qu'elle apprenne à skier. J'ai été que dans un club de ski. Après, on m'a mis à la natation. J'ai pas accroché du tout, mais au moins je sais nager. C'est déjà pas mal. Et puis après, j'ai été quand même tout le temps dehors. En fait, avec le club, on pratiquait beaucoup le VTT. En fait, j'ai touché un petit peu à tout. Mon petit regret, ça a été peut-être le tennis. J'aurais adoré faire du tennis, mais C'est vrai. je sais pas du tout. Je suis très grande fan de tennis et je sais pas jouer au tennis. Mais même ma mère m'a dit, voilà, on n'avait pas le temps pour tout faire. Et avec 3 enfants, ça commence à être compliqué à jongler dans le programme. Donc non, je me plains pas. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de toucher à plein de sports et c'est sympa. Ok. J'ai vu des cours, non, sur la route en venant d'Albertville où j'ai Ouais, rêvé. il y en a un petit peu. Il y en a aussi sur Beaufort. Il y a des cours. Il y a des cours de tennis à Albertville. Il y en a à Beaufort. Il y a un club à Beaufort. Il y aurait de quoi faire. Hein. Ok. Pas de souci. Ici, on peut faire un petit peu de tout. C'est pas mal. Ouais. Moi, je me souviens, moi j'ai fait sport études tennis, c'était mon sport de prédilection. Et j'aimais pas du tout jouer en altitude parce que le rebond de la balle est quand même très différent. Et enfin, j'ai fait des tournées plutôt du côté de Serre Chevalier parce qu'il y avait Ok. plusieurs clubs avec Briançon et de l'autre côté du Galibier, je sais plus la ville que c'était, mais on passe d'aller de Serre Chevalier jusqu'au Galibier, on allait et il y avait un autre club en bas de l'autre côté et je détestais, moi, c'était mes pires tournées. Euh, ok, et donc ouais, t'as touché un petit peu à tout via le club de ski. Du Ouais, coup, via le club de ski. l'été, ils vous Euh, font faire un peu. L'été, mon coach de club avait son monitorat de VTT aussi, donc on faisait du VTT. Et puis en fait, ce qui est bien avec le ski de fond, parce qu'à l'époque je faisais du ski de fond, j'ai fait du ski alpin, ça m'a pas trop plu, j'ai aimé, mais j'ai pas accroché autant que le ski de fond. Donc quand j'ai fait du ski de fond, en fait, le top c'est de travailler son foncier. Donc tu peux faire de la course à pied, Hmm. du vélo de route, du VTT. Tu peux faire en fait plein de sports. C'est ça aussi, je trouve, l'avantage et qui fait que j'ai forcément une routine d'entraînement, mais que je peux varier les entraînements. C'est pas comme un nageur qui va aller essentiellement en salle de Hmm. musculation ou dans la piscine, quoi. J'ai beaucoup de chance là-dessus, ouais. Ouais. Ouais, tous les sports de fond même ont une amplitude justement pour C'est pouvoir ça, travailler un petit peu leur endurance fondamentale et exactement. et la haute intensité de plein de manières différentes. On va en reparler, on va en reparler. Je suis curieux parce que je me suis mis à fond au ski erg là, mais on en reparle juste après. Euh, à quel moment et à quel âge le biathlon il arrive dans ta vie? Assez tôt quand même, je pense, parce que je pense que mon cœur est fondeur. Donc ski de fond de base, Ok. quand même, parce qu'il faut savoir qu'en ski de fond, il y a deux styles. Le style classique, donc on appelle ça l'alternatif, où on est dans les traces, et le skating, celui Hmm. qu'on pratique en biathlon. Et j'étais une très très grande fan de ski classique. C'était vraiment, Hmm. j'avais des sensations de dingue et j'aimais ça. Donc j'ai mis du temps à me décider, mais le biathlon est arrivé assez vite aussi par son côté ludique. En fait, on était gamin, on allait dans une salle et on faisait du tir à 10 mètres avec des petits plombs, et en fait c'était le côté jeu.
Donc Ouais. il y avait ce côté jeu avant d'avoir vraiment ce côté compète. Le côté compète est arrivé vraiment aux alentours de mes 15 ans. Ok. Quand j'étais au collège, un peu en troisième, voilà, il fallait... on nous met une vraie arme dans les mains si on veut faire du biathlon et donc on se responsabilise aussi parce que c'est quand même une arme, ça Ouais. blesse, ça tue, donc il faut apprendre à les règles de sécurité, il faut apprendre à respecter aussi tout ça. Et derrière, je me suis dit, ouais, en fait, j'adore ce challenge, j'adore ce jeu, j'adore me prendre la tête aussi parce que je peux vous dire que c'est des heures et des heures à se prendre la tête quand on loupe des balles alors qu'on a l'impression qu'on fait tout bien. Mais Ouais. ouais, je pense qu'à partir de 15 ans, je me suis dit, ouais, en fait, le biathlon, c'est génial et je veux faire ça. Ouais. Ok, donc c'est presque finalement un déclic tard. Je me rends pas compte, tu vois, par rapport à d'autres biathlètes, si Bah, c'est c'était l'âge les où il y âges. a, ouais, Ouais, nous où à il y a l'époque, oui, maintenant le sport a évolué. parce que Maintenant, ils maintenant ils commencent bien tirent plus tôt. super jeunes, il me Ouais, ils semble. tirent super jeunes, ils arrivent en sixième, ils tirent déjà. Donc, ouais, je fais partie des anciennes maintenant. Je vois que le sport évolue et d'un côté c'est bien et d'un autre côté, je me dis bon, bah, j'espère quand même qu'ils gardent une base de travail foncier aussi, parce qu'il faut pas oublier le tir, c'est génial, mais à un moment donné, il y a du travail à faire sur la piste aussi. Ouais, ok. Euh, Est-ce que t'es déjà allé dans une fête foraine au tir au ballon pour, je sais pas, aller gagner un gros nounours ou pas Ça fait très longtemps que je l'ai pas refait, mais ça en plus c'est de l'arnaque. Ouais, Ça, ouais, c'est ce qui se dit. c'est... Mais je me dis, avec une tireuse comme toi, c'est toi qui es avantagé du coup. Ouais, je suis avantagée, mais je sais pas. Faudrait que j'y retourne, faudrait que j'aille analyser un petit peu. Mais j'ai quand même un petit doute sur les réglages de leur carabine. Parce que, ouais, je pense que tirer à 50 mètres dans une cible en debout qui fait la taille d'un disque ou d'un DVD, si c'est peut-être un peu vieux comme référence, peut-être que plus grand monde sait ce que c'est qu'un DVD. Mais voilà, ça fait 11 cm, donc je pense que je suis quand même censée réussir à tirer dans un ballon, mais À ouais, 3 mètres. voilà, Non, non, ça devrait le faire. je soupçonne le fait qu'il y ait un petit peu d'arnaque là-dedans. Ok, mais c'est vrai, ça m'étonnerait pas non plus. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de tirer? T'as dit que c'était ludique. C'est quoi? C'est le fait de devoir se couper de tout, de devoir faire un peu d'appuyer sur pause dans la tête, le fait de se concentrer, d'être dans l'instant présent. C'est qu'est-ce qui toi t'a marqué? Il y a un peu tout ça. Il y a, au début, quand je suis jeune, bah, il y a le fait de se dire bah, c'est un jeu en fait. La palette, elle tombe, elle est blanche, elle tombe pas, elle est noire. Et le but, c'est de faire tomber les palettes, quoi. Il y a ce Hmm. côté-là, il y a le côté vitesse aussi. Et c'est quelque chose, bah, c'est ludique. Quand t'es gamin, t'as envie en fait. On devient accro, on a envie de recommencer. Je loupe, je recommence, je recommence. Et après, plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à comprendre aussi comment ça fonctionnait. J'ai commencé Ouais. apprendre à me connaître aussi mieux. Je suis quelqu'un de très électrique, il faut que les choses elles avancent et vite et bien. Donc c'était pour moi en fait, je pense que honnêtement c'était un gros challenge sur ma personnalité d'arriver à me Ok. calmer comme ça. Et j'ai adoré ce challenge de dire en fait aussi, je dois skier vite, puissant sur les skis et arriver en l'espace de 10 secondes switcher et devoir me calmer. Donc j'ai adoré ce côté-là. Et j'adore après, on pourrait en parler des heures, hein, je pense, mais il y a le côté Vas-y, aussi vas-y. mental, arriver avec l'adversaire, essayer de jouer avec l'adversaire, de lâcher la première balle avant l'adversaire, de rentrer dans la tête de l'autre et de se faire sortir lui de son schéma de tir et tout en restant moi concentré. En fait, c'est à trouver cette balance Hmm. qui, moi, j'adore. J'adore tester mes limites, repousser mes limites et au tir, c'est faisable. Ok. T'aimes bien ce côté duel ou ouais, ce côté un petit peu psychologique justement qu'il peut y avoir entre deux adversaires. J'adore, Ouais. j'adore ce côté psychologique. J'adore. Alors, je suis pas toujours apte à le faire, hein, mais j'adore le matin d'une course où je me sens bien. Je me lève, je me dis voilà, j'ai l'impression que voilà, tout se passe bien, je suis bien dans ma tête et en fait où je vais regarder les adversaires et je vais dire elle fait ça là. D'habitude elle le fait pas. Ah peut-être qu'il y a un petit Ok. moment de faiblesse. Elle est comme ça. Après j'ai des rituels avec certaines adversaires qui sont mes copines aussi, notamment la norvégienne Ingrid Tendrevold, Lisa Vitozzi, je connais depuis longtemps. On a des petits rituels. Et quand il n'y a pas le petit rituel, des fois je me dis ou alors qu'elle arrive un peu plus tendue que d'habitude, je me dis là, ok, peut-être qu'aujourd'hui il y a un petit moment de faiblesse à exploiter. Après, en fait, c'est drôle, Hmm. c'est peut-être, je sais pas si c'est pour me mettre en confiance ou quoi, mais j'aime ce côté en fait, où même avant de prendre le départ, tu peux
jauger un petit peu comment les gens se sentent et situer, dire bah ok aujourd'hui peut-être qu'il va se passer ça parce qu'elle est tendue, elle va partir trop fort ou voilà des choses comme ça. Mais j'adore moi le face à face. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se transmet dans la manière d'être. Nous sur les essais de tir où tu peux voir, après c'est pas une vérité. Moi je suis déjà arrivée sur des essais de tir vraiment tendus où j'arrivais pas à mettre à te faire toucher 2 balles et au final à faire une très bonne course. Donc il y a pas de la vérité, c'est la course et c'est une fois que la ligne elle est passée. Mais j'aime ce jeu-là. Ok. Par curiosité, c'est quoi les rituels que tu vas observer chez justement tes amis si on peut en dévoiler un ou deux, tu vois, pour que ça soit un tout petit peu plus concret. Tu vois, j'ai du mal à imaginer. Est-ce que c'est un vêtement que tu vas identifier sur elle ou une posture ou des mots C'est un échange. En fait, on a tendance, il y a tout ce que vous voyez pas à la télé, donc l'avant-course où on va faire marquer nos carabines, peser nos carabines. Et quand je me retrouve avec les filles, bah, c'est un sourire. Le sourire, bah, comment est-ce que le regard, est-ce qu'on tient le regard, est-ce que après le petit rituel, souvent c'est on se check avant le départ, on se check et parce que globalement on a les dossards à peu près à 10 minutes près, on part dans les mêmes timings, donc du coup on est dans l'air de départ en même temps. On se croise, on se check et comment est-ce qu'elle met de la puissance dans son check, est-ce qu'elle ne met pas, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle me fait un sourire quand elle me fait un check. C'est des trucs tout bêtes et en fait j'adore ça, j'adore analyser. Je pense que je sais pas si je peux vraiment en tirer quelque chose de tout ça, mais ça te galvanise en tout cas. Ouais, ça me galvanise, j'aime ça et j'aime aussi moi je sais que j'ai des manières d'être complètement différentes si c'est une course individuelle. Comme un sprint ou une individuelle où c'est vraiment je suis face à moi-même, ou alors si c'est une course individuelle mais en confrontation comme une poursuite, une mass start, et si c'est une course en relais là par contre je peux rouler sur tout le monde, il y se passe un truc en plus, il y a le fait équipe et voilà, je sais que j'ai un comportement différent mais j'adore ce côté-là, ce côté analyse de l'adversaire. Ok, je sais qu'en tennis je le faisais beaucoup, alors ça m'a joué pas mal de tours parce qu'en tennis tu as vraiment l'effet c'est duel avant tout. C'est vraiment un face-à-face. Mais je sais que tu vois, je faisais ça aussi pour ne pas penser à ce que moi j'avais mal fait ou tu vois, ne pas trop me prendre la tête avec moi, mes routines. Tiens, est-ce que j'ai bien attaché mes chaussures? Tiens, est-ce que j'ai bien mis mon grip? Est-ce que mon cordage il est bien? Ou... Tu vois, c'était aussi une façon de me détacher un peu de mes émotions et de mes sensations. Et aussi de m'occuper l'esprit, parce que j'avais l'esprit qui tournait un peu dans tous les sens. Donc mieux valait quand même qu'il soit sur le tennis plutôt que sur autre chose. Est-ce que toi aussi, c'est une façon aussi pour toi de te canaliser, d'être encore plus concentré finalement et d'être encore plus focus sur la course, en évitant de rentrer trop dans les doutes qu'on pourrait avoir, tu sais, quand on réfléchit trop. Enfin, je sais pas si ma question elle est précise. Ouais, j'ai compris. Ouais. Moi, je suis pas superstitieuse déjà. Donc moi, il y a un biathlon, il y a une superstition. Des fois, c'est le brassard, parce pour être plus stable en coucher, on met un brassard, donc les droitiers au bras gauche et les gauchers au bras droit. C'est pour poser la carabine dessus. C'est ça, en fait, on vient accrocher, on a une bretelle et on vient accrocher notre bretelle à notre brassard. Ça nous permet quand même d'être beaucoup plus stable. Et quand on respire, quand on arrive en course, le cœur il tape tellement qu'en fait la carabine elle bouge. Donc ça limite ce mouvement-là. Et ça, c'est que pour le coucher. Et donc du coup, beaucoup de biathlètes ont peur d'enlever ce brassard après avoir fait les réglages. Et par exemple, moi, ça me fait rien. Si j'ai envie d'aller aux toilettes entre mes réglages et mon départ, je vais avoir aucun problème à enlever ma combinaison et à enlever mon brassard. Ça, c'est déjà... J'ai pas de rituel, j'ai pas de superstition. Donc déjà, voilà. Et après, je pense qu'il y a clairement 2 types de personnes. Je le vois, ça. Je le vois chez mes adversaires. Il y a les personnes qui veulent être focus sur eux-mêmes, qui ont besoin de se renfermer, qui ont besoin de mettre les oreilles, des écouteurs, les casques audio, qui ont besoin d'avoir les oreilles vraiment imperméables au bruit extérieur. Et moi, c'est totalement l'inverse. Je fais partie des personnes qui se nourrissent de l'extérieur, qui se nourrissent de... je me nourris de l'atmosphère en fait, du public. J'aime quand je fais le premier tour que les gens... mon premier tour d'échauffe, les gens disent mon nom, allez Julia, bonne chance, ou salut Julia, et en fait j'aime leur faire un sourire, leur faire un petit coucou, leur dire merci. Je fais ça pendant un tour, donc 2 km 5, 3 bornes, et après derrière je rentre dans ma course et j'aime sentir cette atmosphère, en fait la tension que le speaker peut mettre c'est une arène en fait quand on est dans le stade, la tension que le speaker peut mettre, la tension des gens, l'attente, c'est quelque chose qui me nourrit, donc en fait... ça me permet d'être dans ma course aussi. Ouais, plus je vois les gens stressés autour de moi, plus je me dis allez, sois calme,
t'es là, toi aussi t'es stressé, les autres sont stressés et tu vis ton rêve. Et en fait, dans tous les cas, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, ça changera pas ta vie. Tes parents, ils t'aimeront toujours, tes sœurs, elles seront toujours là pour toi. Et juste profite du moment et amuse-toi, quoi. Ok. C'est beau, c'est un beau dicton en tout cas, c'est un beau mantra de se rappeler ça. Tu te rappelles ça à chaque fois, à chaque course? Sur les grands événements, par exemple. Ouais. Parce que après, on reste compétiteur, hein. Je veux dire, quand je passe la ligne, que j'ai fait une course pas bonne, ça m'impacte. J'essaie juste d'être impacté le moins possible. Mais c'est vrai que sur les championnats du monde, la première course individuelle, quand je prends le départ, j'avais le dossard 2 en plus, donc je n'ouvrais pas le portillon, mais pas loin. Je suis arrivée, j'étais tendue en mode je l'ai annoncé aux médias, c'est mon objectif de la saison, il faut que je sois présente. Là, je me suis dit oui, ok, tu l'as annoncé, c'est ton objectif de la saison. Mais tu rentreras, après ces 15 jours, tu rentreras à la maison, soit tu es championne du monde, tu as réussi et tout le monde sera content pour toi, soit tu seras juste Julia Simon et tu rentreras et tu seras Julia Simon, fille d'eux, et les gens t'aimeront quand même, quoi. Donc ouais, c'est juste en fait, je crois que ce que j'aime, c'est transmettre les émotions. Transmettre les émotions à ma famille qui peut être là, à mes amis qui peuvent être sur place. Et en fait, c'est sentir que les gens peuvent aussi rêver un petit peu à travers nous, et ça c'est quelque chose je trouve d'assez beau, et je trouve qu'il y a que le sport qui peut transmettre ces genres d'émotions, donc c'est une grande fierté pour moi si j'arrive à transmettre certaines émotions comme ça à d'autres personnes. Ok. Merci de nous partager ça. J'ai l'impression que tu te nourris beaucoup de l'atmosphère et de l'environnement qui entoure la course. Tu me disais juste avant qu'on démarre que toi t'aimais pas les tests un peu virtuels et que tu avais besoin de compétition, parce que je te demandais quelle était ta VO2 en rigolant. Tu arriverais à performer sur une course sans public, sans ambiance et avec très peu d'adversaires par exemple? C'est quelque chose qui pourrait te comment tu irais chercher de la motivation sur une course justement où il n'y a pas de public, où il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas vraiment d'enjeu? Comment tu irais chercher de la motivation à l'intérieur de... Alors je sais pas si on peut faire le parallèle aux années Covid, parce que quand même on a couru dans les années Covid où il y avait personne en tribune, où c'était triste, où en fait c'était même déstabilisant parce qu'on arrive au tir essoufflé, et j'ai le souvenir d'arriver à mon premier tir couché, de louper une balle et d'entendre le coach en fait parler dans le bigot et dire donc pour donner les infos aux coachs qui sont sur la piste, louper, enfin ça fait bonne, louper droite, et là je dis louper droite. Merde, j'ai entendu qu'elle était loupée droite alors que je suis censée être concentrée dans mon tir, quoi. Et là, c'était vraiment bizarre. Il n'y avait pas de public, il n'y avait personne. Et là, c'était vraiment bizarre. Mais j'ai décroché ma première victoire en Coupe du Monde en période de Covid. Donc, en fait, ça ne m'a pas non plus trop impacté. Après, en fait, il y a quand même une chose qui est que ma motivation, c'est la mienne. Je suis là pour me dépasser. Je pense que ce qui me fait me lever tous les matins, quand même, c'est moi, c'est me dépasser, c'est aller chercher mes objectifs, c'est aller atteindre ce qui me fait rêver. Donc, qu'il y ait des personnes qui me soutiennent, c'est le Graal. C'est ce qui décuple encore les émotions. Mais moi, je les ai quand même si je suis toute seule dans mon petit milieu, où je serai toute seule sur ma piste. Par contre, après, c'est vrai que les beaux duels, je pense que les plus belles victoires, elles se font avec des plus beaux duels aussi. Je garde des super souvenirs d'un dernier tour complètement accroché, où ça s'est joué au jeté de pied, où c'était serré. C'est sûr que quand tu sors gagnant, t'es bien plus content de tout ça. Mais même s'il y avait personne, même si je pense que je ferais ça après, on va pas se leurrer, c'est plaisant de voir du monde qui est là pour nous applaudir. Ouais. C'est marrant ce que tu dis, sur les adversaires et sur les beaux duels. J'étais en train d'écrire justement un papier sur un peu cette espèce de dualité ou ce paradoxe, comme quoi dans le sport, c'est parfaitement acquis qu'il fallait un adversaire pour performer, et qu'au contraire, ça faisait des très beaux récits de sport, des très beaux affrontements qui ont eu lieu, tu vois. Et dans la vie normale, c'est beaucoup moins noble, ou tu vois, de dire que en entreprise, par exemple, d'avoir un rival ou une rivale, et de dire que tous les jours, tu te lèves le matin et tu penses à cette personne en te disant c'est moi qui aurai la promotion, ou c'est moi qui vais faire le plus de ventes, ou c'est moi qui vais avoir les meilleures performances dans le travail, tu vois. On peut pas le dire, tu vois. Et, tu vois, il y a presque un côté où dans la vie civile, c'est presque être méchant, tu vois, d'aimer le duel et de vouloir ça. Et je trouve qu'il y a un espèce de paradoxe un peu étrange
entre la beauté et la recherche de ça dans le monde du sport et l'impossibilité plus ou moins, ou peut-être le jugement des gens. C'est plus ça, ouais, je pense. Le jugement des gens à l'avoir dans la vie réelle, quoi. Ouais, après, très clairement, moi je pense que vraiment mon plus gros adversaire, c'est moi-même, c'est mes pensées, en fait. Parce que quand j'arrive sur mon pas de tir, je suis toute seule. Même s'il y a du monde autour, c'est moi qui, je sais pas si je peux dire décide, parce que je décide toujours de mettre les balles, mais elles tombent pas toujours. Mais voilà, je suis mon plus gros adversaire. Et après, j'ai quand même des copines sur le circuit, quoi. J'ai quand même des gens avec qui je m'entends très bien, des gens avec qui je suis depuis des années. Récemment, j'ai été au mariage de Ingrid Tendreval, donc c'est quand même une relation qui dépasse le sport. Mais c'est vrai que je pense qu'on est toutes très contentes quand on passe la ligne, en fait, de se dire, bah, cette personne-là, elle m'a aidé à me pousser, elle m'a aidé à me surpasser et j'ai été chercher encore plus loin. Que j'ai gagné ou pas mon duel, parce que ça m'est arrivé de perdre. J'ai perdu un duel contre Ingrid Tendrevold au championnat du monde d'Oberhof, pas cet hiver, mais l'hiver d'avant, où en fait, voilà, j'avais plus d'énergie, elle a été meilleure que moi. Mais ça reste un bon souvenir parce que je me dis, ouais, on s'est surpassés toutes les deux et voilà, on a été chercher. Ce qui était bien, c'est qu'on a quand même été chercher une médaille toutes les deux, parce que s'il y en a une qui fait 3 et l'autre 4, là, c'est un peu plus dur à accepter. Mais voilà, je pense que dans tous les cas, vraiment, quand je prends le départ, mon plus gros adversaire, c'est moi-même. C'est être capable de faire les choses, être capable de gérer mes peurs, même si maintenant j'ai des peurs, j'en identifie de moins en moins, mais il en reste encore. Avec l'expérience, on apprend à gérer tout ça, mais surtout identifier, réussir à gérer les moments de doute, en fait. C'est plus des moments de doute, des moments d'incertitude. Ok. Il y en a encore ? Ouais, il y en a encore, bien sûr, j'en ai eu cet hiver. Il y en a encore, mais c'est pas les mêmes, ils évoluent. C'est pas les mêmes, l'attente évolue. Quand on a gagné le Gros Globe, ça faisait 17 ans qu'une Française l'avait pas gagné. Derrière, on dit, bah, on veut que ça recommence, on veut que ça paraissait facile de l'extérieur. Alors qu'en fait, je suis arrivée à un stade où j'ai encaissé la pression, et derrière, je me dis, ouais, je suis pas capable de repartir sur une saison comme ça. Donc ouais, il a fallu gérer différemment, trouver aussi des objectifs différents. Je pense que ça a été très très bien fait avec les coachs, c'était de dire, bah, tu sais gérer une saison entière, maintenant qu'est-ce que tu veux te prouver? Moi, je me suis dit, je veux me prouver que je suis capable de gérer un grand événement. Je veux annoncer que je serai là sur un grand événement, et je veux essayer de le faire. Je veux me prouver que je suis capable de le faire, que je suis aussi une fille de saison, mais une fille d'événement. Et voilà, c'était le nouveau défi de l'hiver qui est passé. Et c'était intéressant dans la manière de faire. Le début de saison a été dur, hein, je ne vais pas le cacher. Le début de saison a été difficile, a été vraiment en deçà de mes espérances. Et à un moment donné, je me suis mis à paniquer, à me dire, oh là là, mais en fait, j'ai annoncé des choses pour février, on est déjà fin décembre, début janvier, il ne se passe rien, je vais être en retard, je ne vais pas y arriver. Donc ouais, les peurs sont différentes, il faut gérer ça. Tout le monde a des peurs. Je pense que même le grand Teddy Riner je pense, des peurs ou des doutes. Mais c'est humain. Il faut juste réussir à les gérer. Il faut juste réussir à les mettre de côté le plus possible. Et en fait, à les accepter, à dire elles sont là. Et elles sont là, elles sont réelles ou pas. Par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je passe outre ces peurs. Ok. Justement, tu as des rituels ou des façons de faire pour passer un peu outre, ou peut-être pour les cristalliser et justement pouvoir avancer. Est-ce que tu les écris dans un carnet? Est-ce que tu en parles je sais que tu as beaucoup travaillé avec Marie-Laure Brunet, c'est ça? Ouais, je bossais pas mal avec Marie-Laure Brunet, ma prep mentale. Là, on a arrêté la collaboration pour cette année, parce que je veux voir si je suis capable de me débrouiller toute seule, et de voir si j'arrive à mettre en place tout ce qu'elle m'a apporté pendant ces 3 ans, si j'arrive à le retenir toute seule et à le mettre en place. Donc ça sera un nouveau challenge, mais elle est là au besoin. Je sais qu'elle est là, elle m'a apporté énormément, et je les écris pas. J'essaie de parler, en fait. J'ai été quelqu'un je suis quelqu'un de très pudique, pudique des émotions, des sentiments, de tout ça. J'ai du mal à montrer les choses, et en fait j'ai envie de m'ouvrir, et je pense que les coachs sont des personnes qui sont là pour nous aider à performer, qui sont notre boîte à outils aussi, donc qui sont là pour nous aider, et du coup je me suis dit, j'ai envie de créer une relation de confiance avec ces personnes-là qui pour moi sont très importantes, et à qui j'ai énormément de respect. Pour leur montrer aussi ma confiance, je vais leur parler de certains moments de mes peurs, de mes doutes, et en fait de leur en parler, ça me permet juste de les évacuer, de leur dire, voilà, j'ai cette pensée-là,
Des fois, ils rebondissent dessus et d'autres fois, ils disent bah ok, merci de m'en avoir parlé. Et les clés, c'est à moi de les avoir parce que de toute façon, je suis toute seule sur la piste et derrière le portillon. Mais surtout, en fait, je me dis ok, j'ai cette peur-là, c'est normal. Je pense que peut-être que les autres l'ont aussi. Et en fait, qu'est-ce que tu ferais de différent si c'était à recommencer? Mais généralement, c'est rien. Je referais rien de différent. Je referais tout pareil dans ma prépa. Je suis prête, je l'ai fait. Donc maintenant, il faut y aller. Ok. Euh, dans les travaux justement que tu as fait avec Marie-Laure, qu'on embrasse, c'est quoi, toi, je sais pas, l'exercice qui a été le plus utile ou tiens, la routine ou le conseil, l'exercice dont tu pourrais plus te passer aujourd'hui ou que tu vas réutiliser le plus souvent, peut-être? Alors en fait, elle m'a pas apporté, m'a pas dit. J'adore sa manière de travailler. Elle m'a pas dit il faut faire ça. Elle s'adapte vraiment à l'athlète, je pense. C'est vraiment, elle cerne le personnage et ça doit venir de moi. Ça doit être moi qui doit trouver les clés à mes problèmes entre guillemets ou surtout à mes envies, où je veux aller, bah, comment j'y vais. Et elle est là pour m'aiguiller, pour m'aider. Et là, la chose qui a fait la différence, c'est qu'elle m'a aidé à trouver de la sérénité et du calme derrière ma carabine. C'était réellement ce qui me manquait. Je suis pas patiente. J'aime que les choses se fassent assez vite. Et en tir, c'est parfois difficile. Donc en fait, elle m'a vraiment apporté du calme, de la sérénité, d'échanger en fait, et juste de me dire, bah voilà, tes objectifs, c'est ça. Tu me l'as annoncé, tu me l'as dit. Maintenant, comment tu y vas? Qu'est-ce que tu veux mettre en place pour y aller? Et en fait, ça permet aussi de parler à quelqu'un d'extérieur, parce que les coachs, elle me dit presque la même chose que mon coach de tir, Polo Giacchino. Mais le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur, que ce soit quelqu'un à qui, tous les mois, j'ai une séance à qui, entre guillemets, je dois rendre des comptes, je dois dire, bah là, après ce stage, j'ai réussi à faire ça, et là, j'ai échoué. Et bah, ça me permettait de réfléchir sur moi-même, de mettre aussi des mots sur certaines pensées que je pouvais avoir et certains ressentis. Et juste, je me suis construit comme ça, en fait. Et elle m'a apporté énormément de calme derrière ma carabine. Ok, très clair. T'as un exercice pour te calmer ou pour gagner en sérénité? La Moi, respiration. Il n'y a pas de secret, mais moi, c'est la respiration. Enfin, mon secret à moi, c'est la respiration. Donc, tu arrives sur le pas de tir et le mot auquel tu penses, c'est respiration. J'y pense pas, je le fais. Ok. Je respire, en fait. Et être dans l'instant présent. Je pense vraiment à respirer, à calmer mon cœur et en fait à penser à ce que je fais sur le moment présent. Pas à me dire, alors là, si je fais le 5 sur 5, ça peut faire ça. Là, j'avais 10 secondes de retard à cet intermédiaire. Si je m'installe comme ça, peut-être que je peux gratter 3 secondes, mais du coup, il m'en manque 7. Enfin, voilà, c'est vraiment penser à l'instant présent. Un tir, c'est entre 17 secondes quand ça va vite et 30, pour moi, c'est 30-35 un tir couché. Donc, il faut être là parce qu'en fait, ton cerveau, en l'espace d'une seconde, il a loupé une balle et c'est trop tard. Donc, c'est vraiment d'être acteur dans l'instant présent, chaque seconde, d'être là, d'être présent. Et ça m'est déjà arrivé d'arriver sur un tir, de faire mon 5 balles et de repartir et me dire ah mince, j'ai tiré en fait là. J'ai tiré, je dois aller sur un autre pénal parce que j'ai loupé 2 balles. Mais pourquoi j'ai loupé 2 balles? Pourquoi j'étais pas là? Pourquoi je l'ai pas vécu ce tir? Et ça, c'est une sensation que je déteste et j'essaie de le revivre le moins possible. Ok. Ouais, t'es en automatisme et t'es plus dans l'instant présent en fait. Exactement. Ok. Et ça, c'est un danger. Okay. Ça, c'est un danger, ouais. C'est un danger parce que bah, tu te laisses la porte ouverte à l'erreur et à l'échec, quoi. Ouais, ok. Hyper intéressant. Et tu sais à quel niveau de pulsation cardiaque t'arrives quand t'es sur le pas de tir? Alors moi, je suis pas du tout stat, je suis très très sensation et feeling, donc je mets pas de cardio, de choses comme ça. Mais t'es à bloc, t'es essoufflé. Ça dépend. Le coucher, généralement, comme c'est le premier tir qui arrive. Après, ça dépend de comment se déroule la course. Si c'est sur une mass start, il faut faire un effort pour rattraper un petit groupe. Voilà, mais j'arrive aux alentours des 170-180. Donc ça tape fort. Après, j'ai la capacité de faire. Bah, tout le monde, on a tous cette capacité à faire redescendre notre cœur. Par contre, quand on se relève du tir, le cœur est encore plus haut que quand on est arrivé. D'un coup, en fait, c'est comme quand tu fais du sport, tu t'arrêtes. D'un coup, ton corps il se met à transpirer. Ça fait pareil au tir, quoi. Ça fait un peu le même effet parce que de travailler ta respiration, de respirer, bloquer, tu repars, ah ouais, en fait, il faut repartir, là, c'est dur. Est-ce que c'est ça la technique pour tirer? C'est que tu bloques, t'inspires, tu bloques et tu tires poumon plein, du coup? Poumon vide. Poumon vide, ouais. Ok. Ça se travaille en amont, donc quand t'arrives, si tu vas t'installer à la cible 1, c'est personnel après, je vais pas tout dévoiler. Bien sûr. Mais c'est personnel en fonction on a besoin de plus ou moins de temps. Et pour respirer, pour calmer le cœur, pour regarder le vent, le fanion du vent qui bouge, pour se dire ok, est-ce que j'ai besoin d'adaptation, est-ce que je dois faire des clics pour régler, pour contrer ce vent, pour adapter.
je m'installe, j'y vais et après tu tires en le nombre de respirations, 1, 2 respirations entre chaque balle, ça dépend Ok. et tu inspires, tu expires, tu bloques, tu appuies. En fait, il faut tout le temps faire le même travail. 1 millimètre sur le tapis, c'est 1 centimètre au bout à la cible de différence, donc il faut être ultra précis. Ouais, ouais, bah, ouais, j'imagine. Waouh. Euh, Est-ce que ça se travaille aussi d'une autre façon, le être dans sa bulle, tu vois? Est-ce qu'il y a un autre moyen de le travailler que de le faire, le refaire euh, je sais pas, est-ce que ça peut être tiré avec. Je crois que c'était Vincent Defrane qui m'avait dit ça, que des fois il avait fait des exercices de tir avec de la musique hard rock dans les oreilles. Il faisait des trucs un peu farfelus comme ça à l'époque. Ouais, ça se Euh, travaille. euh, que lui, il avait passé beaucoup de temps avec sa carabine, presque à dormir avec. Enfin, et ça m'avait fait marrer. Enfin, ça m'avait fait marquer en tout cas. C'est une de mes toutes premières interviews il y a 5 ans, donc je m'en souviens assez bien. Et, euh, et ouais, est-ce qu'il y a d'autres exercices pour gagner en concentration? Je pense que ça, après, chacun a ses limites, entre guillemets. Il y a Mhm. des gens qui arrivent à se concentrer très longtemps. C'est très puissant et c'est très long. Moi, je suis quelqu'un, en fait, qui entend tout. Quand on entend tout, je vais arriver sur le pas de tir, je vais entendre les gens, je vais entendre l'ambiance, je vais entendre les coachs, je vais entendre respirer mon adversaire. C'est juste qu'à un moment donné, ben, je vais switcher en fait au tout dernier moment quand je rentre la tête dans Mhm. mon œilleton et que je vois ma cible. Là je switch et encore, j'entends si l'adversaire il loupe. C'est juste quelque chose qu'il faut apprendre en fait à gérer, à se dire ok, l'information, je la traite pas. Je l'entends, je l'ai, mais je la traite pas. Je la laisse venir, mais je viens pas la laisser m'impacter. Après, on fait des entraînements où des fois, bah, moi en plus j'adore, je suis la pénible du groupe quand même, donc j'adore quand il y a une petite jeune ou quoi sur un pas de tir, que j'ai terminé ma séance, qu'elle arrive, qu'elle fait un tir, et là, du coup je me mets derrière, je fais ouais, oh, ouais, ouais, des trucs tout con en fait, mais qui permettent ben, ouais, d'oublier, de se dire, bah, il faut pas oublier qu'il y a de Mhm. l'enjeu, que oui, en fait, il y a de l'enjeu, il y a des gens qui vont nous regarder. Après, c'est tout bête, mais des fois, les coachs prennent un chronomètre et ils disent 10 secondes. Bah, si en 10 secondes, tu n'as pas lâché ta première balle, tu vas te dire, oh mince. Donc, ouais, en fait, c'est des informations qui arrivent et Mhm. il faut pas les traiter. Il faut vraiment les laisser venir et pas les traiter, rester focus. Moi, j'aime bien quand les coachs font cet exercice-là, ils se mettent juste derrière toi, ils te disent le temps, en fait. Ils te disent le temps. Mhm. Et là, tu dis, ouais, le temps, il défile, le temps, il défile. Et ça permet de nous aider à nous concentrer. Le fait aussi d'avoir les filles, quand on fait des séances de confrontation, bah, des filles qui tirent, qui tirent à côté de nous, d'entendre le bruit, ça aussi, ça aide. Ok. Des fois, on fait des séances, ça nous est arrivé de faire des séances où on avait et chacune, on savait pas quelle était la consigne de l'autre. Et du coup, on avait des consignes différentes. Sur un tour, toi, ta consigne, ça va être de lâcher la première balle le plus vite possible. Toi, ça va être de mettre une attaque dans cette bosse-là. Toi, ça va être voilà, de commencer, des choses différentes, en fait, où bah, du coup, tu dis, bon, bah, il va se passer quelque chose, tu sais pas quoi, et il faut que je Mhm. m'adapte. Et Ok. voilà, c'est des petits travails, c'est du travail comme ça qui casse la routine, qui est sympa, et moi, j'aime bien ça, ouais. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant cette stratégie de donner des consignes, je trouve, différentes à tous les membres de l'équipe. Euh, Parce que ouais, ça se force à rester concentré sur soi et Ouais, sa propre consigne. c'est ça, et ça force aussi à surprendre l'adversaire. Mais des fois, à vouloir surprendre l'adversaire, tu te surprends toi-même et tu tombes dans le panneau. Donc, ça te demande vraiment de trouver un très très bon équilibre. Ok. C'est quoi tes séances préférées à toi? Si je suis honnête avec moi-même, c'est me faire mal. C'est me Ok. faire mal parce que j'ai l'impression que je bosse bien plus quand je me fais mal. Du coup, c'est faire les bonnes séances d'intensité et c'est les longues séances de trail à la maison, dans les chemins, dans la montagne. Ça, j'adore aussi. Ok. Et tu dis du coup les séances où tu te fais mal, c'est quoi? C'est des séances où tu es au seuil Ah, plus. plus, ouais, ouais, Le bien seuil, plus que le seuil. c'est agréable, mais j'aime bien les séances où le coach il dit bon bah là ok on fait séance de seuil et puis il dit les 3 dernières minutes carte blanche. Ouais, j'aime bien en fait finir mal quoi, finir mal, me dire mais pourquoi je fais ce sport, pourquoi je fais ça, et en fait 2 minutes après je suis allongée par terre et 2 minutes après il y a l'endorphine qui arrive et là, je me dis ouais, en fait j'aime bien, je vais y retourner quoi. C'est un peu neuneux mais c'est ça, j'aime bien sortir de ma zone de confort Hmm. et j'ai l'impression que ça c'est vraiment quelque chose d'agréable pour se dire bah ouais je bosse. Ok. Ouais, donc ça va être une. Et est-ce que vous faites des séances un peu type fractionné où vous allez vous dire ok 400 mètres à bloc,
1 minute de récup, 400 Ouais, mètres à bien bloc. sûr. Ouais. Ça, on le fait aussi, ça. Une des séances que je fais pas mal l'hiver, que j'aime bien, c'est du 30-30 ou du 1-1. Ok. Donc ça dépend les blocs. Mais ça, j'aime bien parce que moi, j'ai l'impression que je me sens toujours très mal, hein. Quand le coach il dit alors comment ça s'est passé, c'était une cata, j'avais des mauvaises sensations. Mais voilà, généralement, c'est rare que je lui dise c'était super, je suis en forme, je vais arriver, je vais tout déchirer. Ça, non, ça m'arrive très rarement. Mais j'aime bien ces séances-là parce que c'est dur. Tu arrives aussi dans des conditions de tir qui sont extrêmes, en fait, où tu vraiment... des fois, je mets des balles, je me dis, mais comment elle est tombée, cette palette, quoi. Donc, j'aime bien tout ça. Et ouais, on a la chance de faire aussi des séances d'intensité qui changent tout le temps. Et ça, c'est pas mal. Ok. Et les 30-30, t'en fais combien de temps? Juste par curiosité. Ça dépend la période. Je vais peut-être pas tout dévoiler. Le coach serait peut-être pas tout content si je Mais donne. juste une séance, tu vois. Généralement, je fais 2 séries. Donc là, ça dépend. Je fais 2 séries de à peu près 6 minutes. Ok. Deux fois 6. Ok. Ça permet. Ça va encore, ça va. Ouais, ça va, mais quand tu enchaînes une saison de Coupe du Monde, en fait, c'est juste pour me mettre bien dans le rythme aussi. Mais ça, c'est personnel, c'est pareil, ça va pas à tout le monde, donc c'est vraiment perso. Mais oui, ça va, mais tu peux te faire très mal. Ok. Les courbatures, elles sont pas les mêmes après 3 heures de ski de fond et 3 heures de trail, j'imagine. Bah, si tu vas sur le bon rythme, t'as pas de courbature. Donc, Ok. mais après, ouais, le ski de fond, c'est un sport porté, donc c'est un sport de glisse. Ouais, t'as pas Donc, la sensation d'avoir un peu ça tape. les chevilles ou les talons un peu ankylosés. Exactement. C'est plus doux, plus agréable, je pense. Mais si tu ne travailles pas les mêmes muscles, c'est pas la même chose. Mais je pense que oui, c'est plus facile d'enchaîner sur une semaine. C'est bien plus facile d'enchaîner du ski de fond que du trail. Ouais, ok. Je me suis mis au ski erg pas mal pour Aerox. Tu t'en as entendu parler des compétitions Aerox? Ouais, vite fait, ouais. Bon, moi, c'est ma nouvelle passion, là. je m'y mets à fond. Et du coup, je me suis mis au ski erg. Vous en faites un peu, vous, ou pas du tout? C'est pas du tout un ergo que vous utilisez? Un truc très très drôle, c'est quand on vous voit faire tout Ok. ça. Parce que nous, on n'a pas du tout. Nous, on l'utilise en mode vraiment technique. Technique de fondeur où on pousse bien, on contracte bien les abdos, on essaie de pas descendre très bas, enfin, on essaie vraiment de faire ça en mode belle technique. Ok. Et j'ai des fois quand je vois des vidéos, mais j'adore, ça me fait très très rire. Ça me fait très très rire. Mais parce qu'on pose pas les mêmes choses, donc on le fait. Ouais, ça nous arrive de le faire en vitesse aussi. En fait, on fait une séance des fois quand on fait des séances de muscu, on va mettre de la charge et derrière on va mettre 10 secondes de vitesse. Et en fonction du muscle que tu travailles, on va faire une vitesse en ski erg. Et donc ça, on l'utilise. Après, pour moi, on a un outil qui s'appelle le Karacho. C'est le même principe, seulement que on peut le déplacer, on peut le mettre sur le toit d'un bus, des choses comme ça. Et ça, c'est une machine de torture pour moi, parce que c'est la machine que tu utilises quand tu es blessé, que tu peux pas faire de ski. Ok. Et que tu passes ta vie à pousser comme ça pour pas perdre trop ton muscle, trop ton haut du corps, trop ton gainage. Tu passes tes séances de 1 heure, 1h30. Ça m'est déjà arrivé à mettre le film, les oreillettes, le casque et l'écouteur, et de pousser. Donc en fait, pour moi, c'est pas bon signe quand je suis là-dessus. Mais il y a du travail à faire dessus, ouais, c'est intéressant aussi. Ça peut te sauver, quand tu t'es blessé, ça peut te sauver quand même un minimum de cardio. Ouais. Ok. L'autre machine s'appelle le Karacho. Ouais, et c'est quoi la différence exactement? C'est qu'elle est transportable. Mais voilà, sinon, c'est la ça. même chose. C'est le même principe. Karacho, ça ressemble vraiment à... On a des poignées, en fait, comme le ski de fond, où du coup, tu viens mettre vraiment ta main dans la poignée, où tu peux du coup lâcher ta main, ouvrir ta main à la fin du mouvement, et tu l'accroches. Tu peux l'accrocher à un mur, tu peux l'accrocher... voilà, c'est le même principe. C'est tu viens tirer sur tes bras. Et je pense que ça devient... C'est russe, Karacho, c'est un truc russe. Mais c'est une machine à torture. Ok. Pour moi, c'est ça. Ok. Et t'as déjà comparé tes perfs avec justement des crossfitters ou des pros d'Aerox là sur... Pas du tout. Non, tu saurais pas dire combien tu fais je sais pas, sur 500 mètres ou le kilomètre. Pas du tout, parce qu'en fait, pour moi, on fait pas les mêmes sports. J'aime pas comparer. J'aime pas quand je vais faire un trail et qu'on dit ah, il y a Julia Simon. Je dis oui, mais Julia Simon, c'est pas son sport, laissez-la tranquille. Elle vient juste s'éclater, elle vient juste là pour se faire plaisir. Et je suis pas entraînée pour ça, donc venez pas juger ma performance, s'il vous plaît. Même si forcément, on reste compétiteur, on est entraîné pour l'endurance, ça va, on est entraîné pour ça. Mais nos muscles, mes muscles sont pas habitués à
courir à plat, je sais pas faire, j'ai pas une belle foulée, voilà, c'est pas mon truc. Donc non, encore moins que les crossfitters, parce que il faudrait que j'en fasse pour peut-être avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, quoi, des valeurs acceptables. Ok. Bon, bah, en tout cas, je serais curieux d'avoir tes conseils pour faire bien du ski erg, du coup, avec ta façon, parce que... Ouais, je sais pas s'il y a une façon bien ou pas. C'est qu'il y a une façon skieur de fond et une façon crossfitter, je pense. Ouais. Nous, grosso modo, ce qu'on nous apprend, c'est effectivement déjà d'aller chercher, quand on est un peu petit, d'aller chercher un peu sur la pointe des pieds pour mettre le maximum d'amplitude. Ensuite, de vraiment se laisser tomber. Ouais. Vraiment se laisser tomber. Et derrière, d'aller bien tirer au maximum sur les triceps. Vraiment d'aller chercher bras tendus loin derrière. Et d'essayer de ne pas descendre sous la parallèle, tu vois, c'est-à-dire vraiment de rester à 90 degrés, ce que je trouve déjà beaucoup quand même pour les lombaires, et ça tire quand même pas mal sur les lombaires et sur les ischios. Et donc ça monte pas mal, quoi. Monte pas mal. Bah, nous c'est un peu différent, du coup c'est pareil, essayer d'aller chercher une bonne amplitude, donc se mettre bien sur la pointe des pieds, aller chercher devant. Après se dire que les grands dorsaux c'est un muscle fort, donc essayer de ramener, mais on passe jamais les mains en dessous des hanches. On essaie de pas passer les mains en dessous des hanches. Donc on essaie vraiment de tirer avec les triceps, mais en ayant tout le temps un mouvement de se dire en fait c'est difficile à dire, mais si je suis sur les skis-roux, c'est mon corps, il avance, c'est pas moi qui m'affaisse et qui va me casser, c'est vraiment mon corps qui avance. C'est gainer aussi, pousser le bassin en rétroversion tout le temps, essayer d'avoir le meilleur gainage possible. Et en fait voilà, c'est ce mouvement là qu'on répète en poussée, quand on est fondeur, en poussée pendant des heures. Moi ça va, je fais pas trop ça, je suis biathlète, donc c'est un peu différent. Ok. Et dernière question là-dessus, mais ça c'est juste pour moi. Il y a on nous présente deux techniques. Une technique où vraiment les bras remontent face au ski erg, et une autre où presque on va faire un mouvement presque de papillon en natation. On va venir chercher en fait à ouvrir, justement pour soulager un peu l'épaule, tu vois. Et vraiment de pouvoir tirer au maximum et utiliser au maximum l'épaule. Vous faites pas du tout ce mouvement de cercle, non? Non, du tout. Non. Nous, on remonte. Le but, c'est d'avoir le chemin le plus court avec du relâchement et qui m'amène vers l'avant. Le but, c'est toujours d'aller vers l'avant, donc qui amène vers l'avant. Donc, on remonte droit en essayant de trouver du relâchement dans les épaules, dans le bras. Et le ski erg, en plus, y a l'élastique qui remonte, donc ça te tire un petit peu. Mais le but, c'est vraiment de trouver ce moment de... En fait, nous, c'est sur notre phase de glisse. Donc, on a cette phase de glisse, boum, on essaie de relâcher, remonter sur les pieds, boum, on impacte avec le sol. Ok. Bon, j'ai encore du travail à faire. Mais je regarderai comment tu fais. Je regarderai tes vidéos d'entraînement pour voir si je me débrouille pas trop mal. Juste avant je voulais reparler de ces 2 années un peu exceptionnelles sportivement en termes de performance. Mais juste avant, je t'ai entendu dans plusieurs interviews dire que tu avais changé ta technique de tir. Que ça avait été un gros chantier, que ça avait pris plusieurs années, et que tu étais presque redevenue débutante en tir et que tu avais dû devoir tout déconstruire. Moi qui suis assez geek de la performance, j'aime bien comprendre exactement qu'est-ce que tu as dû déconstruire et qu'est-ce que tu as dû refaire. Notamment, il me semble que plus particulièrement, c'était sur ton tir touché que tu mentionnais tout à l'heure, justement avec le brassard. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu rapidement, déjà, pourquoi est-ce que tu voulais changer ton tir? Qu'est-ce qui n'allait pas dans ton ancien tir? Est-ce qu'on va être capable de l'expliquer avec des mots? Je pense que la vidéo sur YouTube, on essaiera de retrouver des images pour que ça soit un peu plus compréhensible. Et de nous faire comprendre avec tes mots, qu'est-ce que vous avez cherché à améliorer? C'est simple, en fait, j'étais une bonne biathlète. Mais je voulais être une très bonne biathlète et je voulais ne plus laisser de place à l'erreur. Et moi, mon point faible, c'était vraiment mon tir couché. Donc en fait, le tir couché, c'est toujours le tir qui arrive en premier dans la compétition. Et il y a des moments où j'arrivais, bim, je prenais déjà 3 tours de pénalité. Donc en fait, ma course était déjà pliée, c'était déjà mort. Donc je commençais vraiment à m'énerver, ça allait pas. Et Jean-Paul Jacquinot, mon coach, m'a dit « Ok, là, il faut que tu comprennes un truc, c'est que tu n'es pas une tireuse de balle-trappe. C'est qu'il va falloir bloquer, et il faut que tu bloques avant d'appuyer. » Je dis « Mais je comprends, je le fais, ce genre de choses. » Il dit « Mais Julia, ton tir, il est très bien. Quand il passe, c'est waouh.
Enfin, je parle du tir couché, hein, parce que le Mhm. tir debout, il a toujours été pour moi plus instinctif, plus facile à comprendre. Donc il m'a dit, ton tir couché, quand il passe, il est waouh, hein. Tout le monde est là, va applaudir. Par contre, le truc, c'est qu'il va passer 4-5 fois. Et à un moment donné, moi, j'avais plus envie de ça. J'avais envie d'être l'athlète régulière et pas juste l'athlète qui faisait des coups d'éclat. Donc il m'a dit, si tu me laisses du temps, si tu es d'accord avec ça, on prend du temps, on déconstruit pour reconstruire. Donc là, je lui dis, oui, mais moi, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps, j'ai les Jeux Olympiques qui arrivent, je vais être en retard, quoi. Donc il m'a dit, bah, c'est comme tu veux. Je dis, bon, bah, à un moment donné, je te fais confiance, c'est toi le grand sage, c'est toi qui as l'expérience, donc allons-y. Et c'est tout simple, on est reparti sur des bases, en fait. On est reparti sur des bases avec du tir au repos, où j'ai dû prendre le temps de faire les choses, où je me suis dit, ok, bah là, je respire, je bloque. J'exagère, je fais un travail du doigt qui est en retard, en fait, j'attends sur cette cible, et après j'appuie, et je tiens, une fois que le coup part, je tiens le départ du coup, je vois la palette basculer. En fait, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai arrêté de penser au temps de tir, qui est devenu assez long. Et j'ai fait ça pendant longtemps pour ancrer ce mouvement. Ça paraît facile à expliquer comme ça, mais c'est super dur à accepter et à ressentir quand ça fait 10 ans que tu es dans un schéma de tir qui est de se dire, bah voilà, je veux aller vite, je veux aller vite. Et je travaillais là-dessus, ça marchait de mieux en mieux à l'entraînement. Ça commençait à passer, à être beaucoup plus régulier. En course, c'était encore un petit peu compliqué parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mais voilà, je me suis dit, bon, bah, je peux avoir confiance en ce qu'on a mis en place et au travail qu'on a mis ensemble. Et derrière, de fil en aiguille, en fait, il y a un moment, il y a eu le déclic. Ça a matché, ça c'est rentré dans ma tête, ça a été un ancrage, c'est resté, maintenant c'est ancré. Mon cerveau l'a accepté, a supprimé l'image d'avant, les sensations qu'il pouvait avoir avant. Et maintenant, je pense que mon tir couché est devenu quelque chose de plus facile pour moi. Et je l'ai compris, en fait. C'est aussi ça, c'est que j'ai compris comment fonctionnait le tir couché. Ok. Ce qui te reprochait, du coup, ton entraîneur, c'était de tirer trop vite. Trop vite, trop dans le mouvement. Par exemple, je bloquais ma respiration et la balle partait tout de suite. Alors qu'il faut bloquer, stabiliser et que la balle elle parte. Donc ouais, c'est des petites nuances qui Mhm. disent, elle est bête, pourquoi elle a fait ça pendant 10 ans, c'est quand même pas compliqué. Oui, mais quand on n'identifie pas le problème et quand on n'a pas la personne aussi pour te faire comprendre ce tir, là, il faut quand même trouver quelqu'un qui a les mêmes mots que toi, qui parle pareil que toi, qui parle la même langue. Mhm. Et aussi, il faut à un certain moment une maturité. En fait, peut-être que jusqu'à maintenant, je n'avais pas cette maturité. Peut-être que j'ai dû prendre des bâches pour me dire, ok, maintenant, je vais évoluer, je vais changer. Donc Mhm. voilà, je l'ai trouvé un petit peu trop tard, peut-être pour les Jeux Olympiques de 2022. Mais c'est pas perdu. Et vu ce que j'ai fait ensuite, je suis très contente d'avoir pris ce temps-là et d'avoir travaillé ma patience. Ouais, et t'as pris un risque, hein, parce que t'étais pas sûr que les résultats y reviennent. Non, j'ai pris un risque, oui, c'est sûr. J'ai pris un risque qui me paraissait pas être un risque en fait du tout, qui me paraissait juste être un chemin pour aller trouver une évolution et pour continuer à progresser. Mhm. Ça a été ta plus grosse évolution technique, tu dirais, entre justement peut-être les années 2021-2022 et puis l'année Ouais, 2023. mes résultats, je les dois à mon tir couché qui s'est stabilisé très clairement, ça c'est sûr. Ok. Je les dois juste à ça, à cette petite différence. Enfin juste, c'était énorme, mais à cette petite différence qui a fait que je suis devenue une biathlète en fait, et pas une bonne biathlète et pas juste une biathlète de coup à faire un podium une fois tous les trimestres quoi. Ok. Euh, tu suis tes stats sur tir couché du coup? Moi pas trop parce que je suis pas nombre, je suis pas statistique. Moi je fais les choses. T'aimes pas les fichiers Excel, toi? Non, je suis pas. Bon, je les aime quand il y a les séances de musculation sur fichier Excel, qu'il y a des choses à regarder, que j'ai pas le choix. Hmm. J'aime. C'est le coach qui regarde un petit peu à la fin de saison, mais pareil, il est dans le même délire que moi. Moi, j'aime le feeling, la sensation de me Hmm. dire là, ok, c'est bon, la stat, c'est sûr que la stat, elle vient valider. Mais je le suis en fin de saison, mais avec vraiment une Ok. parcimonie, quoi. J'ai une question, tu vois, c'est quand tu dois faire évoluer un geste technique comme Mm. ça, comme le tir, comme, tu sais que ça va prendre plusieurs années probablement à déconstruire parce que tu dois apprendre à tirer beaucoup plus lentement et à faire peut-être certains mouvements dans un ordre différent, Mm. avec un rythme différent. Et effectivement, enfin, je te comprends à 1000%. Moi, je me souviens d'avoir refait mon service. Et mon service, c'était pareil. Je monte la balle avant de la lâcher et avant d'écarter les jambes. Enfin, tu vois, Ouais. c'est un truc de synchronisation qui paraissait tout bête. De je jette et après je recule le pied versus je recule le pied et ensuite je jette la balle, tu vois. Euh, donc je te comprends à 1000%. Et comment
tu fais pour te fixer des étapes intermédiaires ou pour te fixer des sous-objectifs, tu vois? Ou comment tu fais pour savoir que tu as progressé, en fait? Après, le résultat final, tu l'as dit, Ouais. la stat, on voit, elle progresse et elle est bien, mais est-ce que vous êtes fixé justement des étapes intermédiaires sur ça? Bah moi, je me suis dit, ok, pendant ce mois-là, je bosse ça. Le mois prochain, je vais bosser ça. Le mois d'après, je vais bosser ça. Je vais mettre l'accent là-dessus. Ok. Et à un moment donné, je vais tout mettre ensemble. Et il va falloir que ça marche. Et voilà, après, les étapes intermédiaires, mais c'est tout bête, hein, mais c'est les séances d'intensité aussi qui viennent valider ça. À un moment donné, de moins en moins de double faute, par exemple. De moins en moins de tours de pénalité, ça veut dire. Une erreur, c'est possible, ça arrive, c'est tellement facile de faire une erreur, c'est tellement fin le tir. Par contre, 2 erreurs, bah là, tu sais que tu tires une balle dans le pied, donc essayer de faire de moins en moins de double faute. C'est toutes ces petites choses-là. Et les étapes intermédiaires, ça a été ça, en fait, ça a été dire, trouver de la régularité à l'entraînement, parce que l'entraînement, c'est facile, en fait. C'est facile de faire des 20 sur 20 à l'entraînement, j'en ai fait plein, des 20 sur 20 à l'entraînement, j'en fais peut-être presque tous les jours, peut-être pas à chaque séance, mais pas loin, parce qu'il n'y a pas le stress, parce qu'il n'y a pas autant On essaie de se mettre dans des conditions de course, mais il n'y a jamais le truc en plus que la course a, le truc qui vient te bouffer de l'intérieur et qui fait qu'on y retourne tout le temps. Donc c'était de déjà commencer à être beaucoup plus régulier à l'entraînement, beaucoup plus régulière sur les séances d'intensité, et voilà, accepter aussi des moments, la progression, elle n'est pas linéaire, des moments où, en fait, où j'ai l'impression de faire 2 pas en avant, 4 en arrière. Et là, je me disais, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. La saison, je suis au mois de septembre, la saison, elle va débarquer, je vais débouler en novembre, je vais pas être prête. Et en fait, accepter le processus, quoi. Enfin, accepter que ça prenne du temps, avoir C'est ça le plus confiance. dur, finalement. Exactement, avoir confiance en ce qu'on a mis en place, confiance en mon coach aussi, en ses connaissances, en son expérience. Et j'ai validé petit à petit ces petits objectifs qui étaient importants de passer. Ok, merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair en tout cas et bravo pour ça. Du coup, je regarderai tes tirs couchés avec beaucoup d'attention. avec beaucoup d'attention. Toi, tu le vois visuellement quand tu regardes une vidéo d'avant et de maintenant, tu vois la différence? Ouais, ça dépend. En course, c'est difficile à voir parce que la caméra est pas au bon endroit si on veut vraiment analyser des choses techniques. Par contre, oui, Faudrait être face? Non, faudrait être derrière un petit peu. Faudrait voir le canon en fait. Faudrait être derrière mes épaules pour voir le bouger de canon. C'est des choses assez vraiment très très. Ouais, parce que vous montez le canon, c'est ça, non? Ouais, quand tu respires, le canon il bouge en fait, et une fois que tu bloques, il est censé se stabiliser. Donc ouais, tu vois ça très bien. Après, tu peux le voir aussi de côté quand la caméra est. En fait, maintenant les caméras sont plutôt bien, donc oui, tu peux le voir de face, tu peux le voir de côté. Ça permet d'analyser des choses, mais c'est tellement fin, et moi je déteste me regarder, donc c'est comme je déteste m'entendre, je déteste me regarder skier, je déteste me voir tirer. J'ai l'impression que c'est jamais la biathlète que j'aimerais être, mais c'est moi, c'est mon engagement, c'est tout ça, donc j'accepte. Ah, c'est dur pour tout le monde, hein, C'est ce que franchement. je me dis. Je me dis, à part vraiment les foules narcissiques, je pense que pour tout le monde, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Moi, il y a plein de gens qui me croient pas quand je leur dis que j'écoute quasiment jamais les podcasts. Tu vois, ma voix m'insupporte, quoi. Non, mais Donc, moi, je n'écoute jamais mes podcasts. Je demande juste aux gens, alors, c'était bien, j'ai bien parlé, mais jamais je vais écouter mes podcasts. Hors de question. tu me diras à qui il faut que je l'envoie pour savoir si c'était bien, Voilà. du coup. Écoute, trop bien. Qu'est-ce que, avec le recul, là, qu'est-ce qui a changé J'ai pas envie de demander à l'athlète, tu vois, j'ai plutôt envie de demander à Julia au sens large, tu vois, la femme. Qu'est-ce qui a changé là ces 2 dernières années en Hmm. toi, dans ta tête, dans ta vie Bon, dans ma vie, je reste toujours la même, mais je pense que j'ai pris de l'assurance. J'ai vécu des moments un petit peu plus difficiles, et j'ai pris de l'assurance, en fait, de la confiance en moi, des moments où je me suis dit, ouais, je me suis beaucoup remise en question. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur mes forces, sur mes faiblesses, et surtout sur le fait de me dire, ouais, en fait, ma tête, mon mental a des ressources que jamais j'aurais pensé avoir, et je suis bien plus forte que ce que je pensais. Donc j'ai gagné beaucoup en sérénité là-dessus, en confiance aussi, et j'arrive plus facilement à m'affirmer. Voilà, j'ai l'impression d'être dans ce que je fais, de m'éclater. J'ai l'impression d'être à ma place, de m'éclater, d'aimer ce que je fais. Je m'éclate dans mon sport, parce que voilà, je suis Julia Simon, mais le sport prend une énorme partie de ma vie. Donc j'adore mon côté sportif, et j'adore aussi
le fait que la vie que j'ai maintenant, mes amis, tout ça, j'adore. Ouais, je me sens beaucoup plus sereine et je pense que ça se voit dans mes relations. Je suis beaucoup plus ouverte. Ok. Bah écoute, ça fait plaisir à entendre. Tu dirais qu'avant, tu étais peut-être plus anxieuse et plus réservée Plus réservée, j'avais du mal à trouver ma place, j'avais pas beaucoup confiance en moi. J'ai toujours eu ce syndrome de l'imposteur aussi, de me dire dans mon sport, de me dire ouais, je suis là, mais pourquoi est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai ma place? Les résultats apportent ce sentiment de sécurité aussi, de se dire je suis au bon endroit, c'est ce que je fais est bien et je le mérite. Donc voilà, ouais, je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance et je me suis beaucoup détachée du regard des autres, du regard des gens. Je cherche pas. Je pense qu'avant, il y avait quand même ce côté aussi de dire qu'est-ce que pensent les gens? Est-ce que les gens m'apprécient? Quel regard ils peuvent porter sur moi, sur mes performances aussi, parce qu'on est quand même très jugé, critiqué, analysé, décortiqué, tout ce qu'on veut. Ouais. Et en fait, je me suis dit, ouais, bah, il y a toujours des gens qui auront des choses à critiquer, donc que ce soit quand c'est positif, quand je perf, ou quand je perf pas, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mes décisions, il y aura toujours des critiques. Et en fait, je me suis vraiment détachée de tout ça. Mhm. Et j'assume beaucoup plus qui je suis et mes choix de vie. Et ouais, je suis en accord avec moi-même. Ok. C'est le petit moment philo, là. Non, mais j'aime bien aussi, tu vois, découvrir euh, les effets là. Et puis, tu sais, on se rend pas compte aussi de à quel point en fait une carrière de haut niveau, ça t'amène à plein de doutes et plein d'incertitudes. Et quand on vit, tu vois, pour la première place, pour les titres et tout, bah, quand t'es la 10e, la 5e ou la 20e, bah, finalement, tu te sens pas. Pas légitime, des Ouais, fois. tu te sens pas légitime en Mm. fait. Après, ces moments, en fait, voilà, c'est peut-être facile à dire pour moi parce que je performe, mais réellement, ce que je retiens, oui, il y a les médailles. Oui, ces championnats du monde ont été énormes cette année. J'ai vécu des moments de dingue. Mais en fait, ce que je retiens, c'est aussi que dans les moments difficiles, bah, je me suis vraiment trouvé des vrais amis avec une équipe norvégienne qui, pour moi, je m'entendais super bien avec elle, mais qui là, on a créé des liens vraiment très forts d'amitié. Et en fait, quand je passe la ligne d'arrivée, que j'ai ces médailles, il faut savoir que l'équipe norvégienne avait des très mauvais résultats chez les filles. C'était pour eux Ok. une énorme déception. Et en fait, je passe la ligne d'arrivée, je fais les médias, j'essaie de contenir mon émotion. Je me disais, bon, ça tout allait bien. Et je suis arrivée à la télé norvégienne, je fais mon interview. Et là, toutes les Norvégiennes sont arrivées. Et en fait, elles sont arrivées, elles m'ont sauté dessus. Et ça a été grand moment de ça chante, ça danse et ça pleure. D'un coup, d'un moment, Mhm. tout le monde se met à pleurer. Et là, je me dis, mais non, mais les filles, pleurez pas, parce que si vous pleurez, je vais pleurer. Et en fait, c'est ces filles-là qui m'ont fait réaliser que vraiment, ce que j'avais fait, je vais être championne du monde du sprint après des moments difficiles. Et de me dire, ouais, elles sont ultra heureuses pour moi. Et elles m'ont dit, mais voilà, nous, on a fait des courses catastrophiques, on va se faire allumer dans notre pays, mais on a l'impression quand même d'avoir une partie de nous qui a gagné. Et ça, en fait, je me suis Mhm. dit, ouais, c'est génial, donc c'est facile de vivre ça quand on gagne. Mais dans les moments de doute aussi, j'ai eu beaucoup de soutien de la part de ces filles-là aussi. Et ça, Mhm. je me dis, j'ai créé des relations qui, j'espère, après le sport, resteront aussi fortes. Et en fait, c'est ces moments-là qui sont aussi importants, qu'on voit pas à la télé, voilà, c'est des choses qui sont pas forcément palpables et pas dire ah bah oui, il y a une médaille, elle est à la hauteur du cou, ça brille, c'est beau. Bah, oui, j'ai une médaille, mais j'ai l'impression que ce jour-là, je me suis surtout retrouver avec des gens qui ont vécu des émotions avec moi Mhm. et que ça sera aggravé à jamais dans ma mémoire, quoi. Ok. Ça t'a pas donné envie d'aller vivre en Norvège? Bah vivre, non, parce que ma vie est quand même en France. Mhm. J'ai quand même la construction de ma maison qui est en cours. J'ai quand même ma famille. Je suis quand même. Je pensais pas dire ça un jour, mais je suis quand même très famille. Enfin, Ouais. franchement, je suis très famille. Je pense pas pouvoir partir vivre en Norvège à l'année, non. Après, partir en Norvège un mois ou deux, pourquoi pas. Après, je monte voir les copines. J'adore leur style de vie. J'adore. C'est des gens très simples. C'est des gens vraiment avec la nature. C'est super. Moi, j'adore la nature. Donc eux, ils vivent avec la nature. Ils vivent aux heures des journées. Ils Mhm. sont pas tout le temps sur la montre. Après, forcément, comme partout, il y a des gens un peu différents, hein. Bien Là, je sûr. dis ça, j'idéalise le truc, hein, mais moi, c'est la vision que j'ai. J'aime cette manière de vivre. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je me dis, bah, là, j'ai des copines qui Mhm. vivent là-bas. Je peux, à tout moment, je prends un billet d'avion et je peux partir chez elles. Et Ok. vice-versa, elles, dans l'autre sens, elles peuvent venir ici. Donc voilà, non, vivre. Ma vie est ici pour le moment en tant que sportive. Par contre, partir sur un projet sportif, peut-être sur 2-3 semaines, pourquoi pas. Et à Ouais. la fin de ma carrière, on verra de quoi l'avenir sera fait. Ok. Euh,
Eh ben écoute, ouais, merci de partager ça. Tu vois, il y a pas beaucoup, enfin, c'est pas très médiatisé les amitiés, tu vois, euh, internationalité, tu vois. C'est dur aussi. Mais ouais, c'est pas facile. C'est pas facile à montrer. Puis à un moment donné, aussi, on a des fois envie qu'il y ait quelque chose qui nous appartient à nous, de pas toujours être sur le devant de la scène, de pas toujours être mis en avant. Et après, c'est vrai que c'est pas, on a un rythme de vie qui est particulier. Mm. On s'entraîne ensemble, on va rigoler, mais le lendemain, on va être en compétition. Donc en fait, ce qui se crée, les moments de partage se créent plus dans l'été quand on peut se retrouver sur des stages ou des moments où il y a moins de tension, parce qu'il y a Mm. quand même beaucoup de tension. On a quand même beaucoup d'attentes. Les journalistes sont souvent là avec les caméras et en fait, on est Mm. décrypté nos moindres faits et gestes. Et des fois, ça peut être mal interprété. Moi, je l'ai vécu, de dire ah bah oui, tu passes la ligne d'arrivée, tu checkes juste une française et puis tu vas sauter dans les bras d'Ingrid. Oui, mais est-ce que vous, avec tous vos collègues de travail, vous êtes super proches? Parce que nous, on se choisit pas, hein, on se respecte, on passe des très bons moments, on se marre, et on a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres. Mm. Et des fois, ben oui, dans les autres nations, bah, on peut se créer des vraies amitiés avec l'ennemi, hein, parce que pour certaines personnes, c'est l'ennemi. Donc voilà, ça reste assez particulier. Mais c'est quelque chose qui, je pense, est très fort. Et c'est super de pouvoir découvrir aussi d'autres cultures, de pouvoir Mm. découvrir un autre mode de vie. Et ça m'a permis, moi, en tout cas, de me mettre à l'anglais et surtout de me faire tomber des barrières et de commencer à pouvoir échanger en anglais, qui était quelque chose de... Je pense que quand si ma prof d'anglais du collège et du lycée me voit, je pense qu'ils en perdent un peu leur vocabulaire parce que c'était vraiment une catastrophe avant, quand j'étais encore à l'école. Bah là, t'as dû en faire des discours en anglais ou des interviews en anglais. Ouais, quelques-uns. Après, je répète toujours la même chose. Quand je fais des interviews, généralement, c'est que ça se passe bien. Mais je me débrouille. C'est pas parfait. Mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne. Ok. Est-ce que justement dans ce nouveau statut et dans cette nouvelle posture aussi, il y a des choses plus désagréables ou des choses dont tu te serais bien passé je sais pas, justement peut-être par rapport aux médias, par rapport aux responsabilités, aux sponsors qui doivent être encore plus demandants, tu vois. Est-ce que tu embrasses tout et tu apprécies tout dans cette vie-là euh, ou est-ce qu'à l'inverse, ouais, il y a des choses qui ont été moins naturelles pour toi? Tu vois, sans parler de choses douloureux, mais Mm. peut-être des nouvelles choses à apprendre où il faut prendre un petit peu son rythme. Ouais, la communication, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. C'est Ok, pas mon truc. Et franchement, tu mais t'en comme sors plutôt bien. je m'en sors. Je- Ouais, merci, ok. J'essaie de m'en sortir, en fait. J'allais dire, j'essaye de sortir l'eau la tête de l'eau. Mais non, honnêtement, en fait, je pense que je suis assez curieuse. J'aime bien progresser, évoluer, comprendre. Et je m'y mets assez aux réseaux sociaux. Et j'aime le côté. Je pense que j'ai une communauté quand même assez sympa. Les gens sont bienveillants. J'aime leur montrer autre chose aussi que le sport de haut niveau. Ma deuxième passion, qui est le travail du bois. J'aime leur montrer qu'on n'est pas que des sportifs. On a aussi d'autres passions. Et pour moi, voilà, ça a été l'une des choses les moins naturelles, ça a été ça, de devoir communiquer un petit peu sur ma vie. Je m'y suis mise, je prends du plaisir maintenant presque, ça me fait plaisir. Des fois, je me dis, ah, ça, peut-être que les gens, ils aimeraient bien aussi voir un petit peu l'envers du décor, leur montrer que, bah, en fait, ce qu'ils voient, c'est que la partie visible de l'iceberg et que c'est que la partie fun. C'est pas tous les Hmm. jours fun. Après, les sponsors, j'ai de la chance, c'est que j'ai vraiment des partenaires qui me suivent depuis mes débuts. Salomon, Jules Beau, c'est mes premiers partenaires. La Station des Saisies, c'est mes premiers partenaires. Et j'ai de la chance d'avoir aussi Somfy qui est là depuis des années dans le biathlon. Je repensais que la réussite et les succès m'apportent plus de partenaires. J'ai toujours du mal à trouver. J'ai encore des emplacements disponibles. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir des personnes qui sont vraiment bienveillantes et qui comprennent aussi que le sport est au centre de mes préoccupations et que c'est bien d'échanger avec eux, c'est bien d'être présent pour eux. Par contre, ce qu'on me demande, c'est de performer. Il faut performer, donc il faut quand même me laisser du temps, me laisser respirer. Et en fait, à chaque fois que j'y vais, c'est un très bon moment. Donc, que je vais à la rencontre des salariés ou qu'on développe des choses, c'est toujours un très bon moment. Donc, je m'y suis faite. C'était pas naturel pour moi d'aller parler devant des gens ou d'aller échanger. Donc, le sport m'a aussi appris à m'ouvrir là-dessus. Et ça, je suis contente de me voir évoluer là-dedans. Et je pense que le côté le plus dur, c'est les réseaux sociaux, parce que forcément, il y a du positif, mais il y a du négatif, parce qu'il y a les haters. Mais d'un côté, je me dis, plus il y en a, plus c'est qu'ils sont jaloux, et plus c'est que ça marche. Donc, j'essaie de prendre ça du bon côté, mais j'ai reçu pas mal de messages de haine.
Pas Ah ouais? mal, pas mal de messages de haine, pas mal de menaces de mort aussi. Certains sont Ah ouais? vraiment, OK. ouais, certains ils sont chauds, hein, ils sont chauds. J'aimerais Ah bien, carrément à ce point-là? j'aimerais bien voir si ces personnes-là ont le courage de venir dire ce qu'ils Mmh. disent en face. Mais ça peut, sur le début, au début, quand on est jeune, ça peut toucher, ça peut Mmh. faire mal. Et en fait, maintenant, je me dis, waouh, pauvre personne qui perd son temps à m'écrire un message, c'est qu'il doit vraiment rien avoir à faire d'autre que Mmh. ça. Ça, je Donc suis d'accord, ouais. voilà, c'est le côté le plus difficile, c'est d'être mis en avant et tes moindres faits et gestes sont décortiqués, analysés et surtout jugés en fait, alors que Mmh. les gens ne connaissent pas nos vies. C'est comme quand on discute une sélection sur un relais ou quoi que ce soit, et pourquoi c'est elle et pas elle, et pourquoi oh, les gars, vous n'êtes pas dans l'intimité, vous savez pas tout, vous savez Mmh. pas nos discussions, vous savez pas si c'est notre choix, vous savez pas le choix des coachs, vous avez pas les arguments. Prenez du recul, et c'est Mmh. ça qui est difficile, c'est que les gens n'ont pas de recul. OK. Ouais, OK, je vois. Et ben, écoute, en tout cas, je suis assez confiant sur le fait que la communauté d'extraterriens est toujours restée très bienveillante et on n'a pas de haters chez nous. En tout cas, montrer l'exemple et les copains et les copines. Mais juste par curiosité, c'est quoi? On a entendu beaucoup parler de messages de haters dans le tennis, notamment sur les histoires de Paris. Ouais, ça commence dans le biathlon, ouais. Et c'est quoi? Ça vient des paris ou ça vient ouais, de l'affaire judiciaire que tu as eue? C'est quoi? C'est des gens qui viennent d'où? Un peu Qu'est-ce les qu'ils deux. racontent? Un Ouais, un peu peu les les deux. deux. Il y a eu de tout. Il y a eu les paris qui commencent à prendre dans le biathlon. Aussi, ça commence à bien marcher, je pense. Et c'est un sport qui attire. Donc, va retrouver les mêmes problèmes qu'il peut y avoir dans le foot ou dans le tennis. Par contre, c'est difficile pour nous. Je veux dire, c'est un sport, c'est souvent les mêmes devants, mais on peut pas tout gérer. Il y a tellement de paramètres à gérer. Le vent, la neige, le fart. Il y a tellement de choses que les gens, en fait, ils parient sur quelque chose qu'ils comprennent pas complètement. Donc oui, ça amène à avoir des gens ultra frustrés qui Hmm. comprennent pas comment tu peux louper 3 balles. Non mais, oh gars, viens de taper 10 bornes, complètement oxy, avec le stress, avec tout ça. Ok, c'est mon boulot, ok, c'est mon taf, mais je fais de mon mieux. Donc voilà, Hmm. il y a ces gens-là. Après, il y a eu forcément l'affaire judiciaire. Et tout le monde, personne comprend rien, mais tout le monde critique. Donc Hmm. voilà, c'est les médias, c'est aussi ça, c'est que tout le monde, les journalistes, bah, ils sortent des choses. Tous les éléments sont pas dans les journaux. Et en fait, après, chacun fait son avis. Mais ça, c'est pas que vis-à-vis de moi, c'est le monde qui est comme ça. Hmm. Donc j'ai pris les critiques. J'ai été sous l'eau, hein. Il y a un an, j'ai été sous l'eau. J'ai bien ramassé. Ça gâche la fête un peu? Ça gâche la fête. Je m'y attendais. Mais sur le moment, ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment fait mal. J'osais plus sortir de chez moi, hein, très honnêtement. J'osais plus sortir de chez moi, de me dire, mais quel regard. En fait, les gens que je connais pas, ça m'est égal. Mais quel regard les gens dans mon pays, là, Hmm. dans mon petit pays, mon petit milieu du Beaufortin, dans mon petit massif du Beaufortin. Qu'est-ce que pensent les gens? Quel regard ils vont poser sur moi? Donc ça touche en fait. Mais, Hmm. mais avec le recul, je me dis, mais ça m'a tellement renforcé. Mais maintenant, en fait, je suis blindée là-dessus et plus rien ne me fait peur. D'un côté, plus le regard des gens me fait plus peur, la critique me fait pas peur. Et je pense que je suis restée droite dans mes bottes. J'ai toujours Hmm. voulu, j'ai toujours dit ce que je pensais. Quand je vais à l'interview, je parle avec mon cœur. Quand ça s'est pas bien passé, des fois c'est plus dur parce qu'on a envie de dire des Hmm. mots qu'ils peuvent pas se dire à la télé. Mais voilà, j'ai toujours été assez honnête, je pense. Donc c'est je reste là-dessus. Je me dis, moi, le matin, quand je me lève, j'ai aucun problème à me regarder dans une glace. Et ces personnes qui critiquent et qui nous envoient des messages haineux, bah finalement, merci de prendre autant de Hmm. temps pour moi, quoi. Pour moi, merci bah finalement aussi, tu me donnes de la visiter, mec, hein, en faisant ça, hein, en me critiquant, en commentant mes publications et tout ça. Donc voilà, je le prends avec un petit peu de légèreté. Hmm. Bon bah écoute, bravo en tout cas de réussir à, tu vois, à te détacher de ça, parce que je sais que certains athlètes avec qui j'ai pu discuter, tu vois, le vivre parfois très mal, tu vois, des fois ça peut être très douloureux, et je pense que c'est comme tu l'as dit, enfin souvent c'est de la part de personnes un peu perdues dans leur vie et qui ont pas grand chose à faire, tu vois, ou qui n'ont pas une vie passionnante pour aller justement exprimer leur colère vis-à-vis de gens qui ne connaissent pas. Donc
Bravo en tout cas pour la hauteur que tu arrives à en prendre. Tu vois. Je sais que... Ça n'a pas été facile tous les jours. Là, Ouais, j'imagine, je bien fais sûr. genre en mode ouais, je suis grave mature, j'ai pris du recul. Mais en vrai, pas Non. du tout. Il y a des moments où. Mais même en fait, sur le sportif, quand la saison où j'ai gagné le club, c'était ouf parce que je vivais la meilleure saison de ma carrière. J'ai enchaîné les podiums. C'était un truc de dingue. Et en fait, le moment où j'ai commencé à faire quatrième, je me suis fait lyncher. Je me dis, mais oh les gars, mais vous vous rendez compte de ce que c'est en fait c'est dur de faire un podium en Coupe du Monde, c'est dur de faire une gagne en Coupe du Monde. Là, je fais quatrième, je suis au cérémonie des fleurs. Bah ouais, mais je suis contente en fait. Vous vous rendez pas compte de tout ça. Ouais. Donc en fait, il faut se rendre compte que ouais, on est des personnes publiques et encore, on fait que du biathlon, on fait pas un sport non plus. On n'est Ouais. pas le foot où je pense que là, eux, ils doivent être vraiment, vraiment très, très forts mentalement pour essuyer toutes les critiques. Mais Ouais. voilà, il faut savoir. C'est dur quand t'es jeune en fait. C'est Mm. dur quand t'es jeune. Tu ramasses une fois, deux fois. En fait, au début, je lisais les commentaires et je me disais, waouh, mais lui, mais je retenais son nom et j'étais là et je retenais son nom. Et en fait, 2 jours après, il allait commenter tout l'inverse. Donc je me disais, waouh, en fait, ça vaut pas le coup de lire les commentaires. Ça vaut pas le coup de m'aider et enfin de m'énerver, pardon. Mais vous m'aidez quand vous me commentez ce genre de choses. Vous me donnez l'envie encore plus de vous prouver que vous avez tort. Donc Mm. ouais, je le prenais comme ça et maintenant, je me suis rendu compte que je faisais ça pour moi, pour ma famille. Pour faire ce que j'aime et pour remercier aussi les bons résultats, remercier aussi les sacrifices de mes parents quand j'étais jeune. Mm. Ok. Bah écoute, merci de partager ça. Tu vois, c'est quelque chose d'assez privé et pas facile. J'imagine pour toi de partager ça, tu vois, et pas agréable. Donc c'est sympa de le partager. Et puis bah, j'espère que ça résonnera parmi les auditeurs et effectivement d'être beaucoup plus positif, voilà, dans les interactions sur les réseaux sociaux parce que c'est très facile aussi de commenter négativement, quoi. Et j'avais lu un truc comme quoi, effectivement, le fait de lire un commentaire, un commentaire négatif, une critique, on le prenait, ça pouvait être très douloureux parce que Mm. généralement, en fait, on le lisait et quand tu le lis, en fait, c'est ta propre voix qui résonne, Ouais, tu ok. vois. Donc c'est comme si tu mettais ta voix sur les mots de quelqu'un Ouais, d'autre, ouais. et donc t'accordes autant d'importance aux mots qui sont écrits que si c'est toi qui les avais pensés presque, tu Mm. vois. Ouais, je comprends. Moi j'aime beaucoup un conseil qui m'a beaucoup aidé, c'est ne lis pas les critiques des personnes dont tu ne suivrais pas les conseils positifs, Ouais, tu vois. Et typiquement, bon bah tiens, je sais pas, ça pourrait être ah tiens, elles sont nulles tes questions, elles sont nulles tes questions, Barthélémy, en tant qu'intervieweur. Bah, je me dirais de qui j'écouterais, à qui j'irais demander conseil pour Mm. aller poser des bonnes questions. Bah, ce serait Ok. peut-être des journalistes, peut-être des bons intervieweurs, ou des bons créateurs de contenu, ou des personnes qui m'inspirent. Mais je vais pas aller demander à quelqu'un qui a jamais fait ce métier-là, ou je vais pas Non, aller c'est sûr. demander, je vais jamais aller demander ça à quelqu'un qui pratique pas, quoi, qui connaît Après, pas le milieu. les critiques, il y en a des constructives des fois. Bien sûr, bien Donc sûr. je dis pas qu'il faut toujours qu'il faut aller commenter mes publications avec beaucoup d'amour et de positif. Non, tout le monde a le droit de s'exprimer dans le respect, mais juste Ouais. dans le respect. Mais voilà, les critiques sont constructives aussi. Les gens ont le droit d'avoir un avis complètement différent. Ça, je l'entends. Et en fait, j'adore aussi les débats et j'adore voir les visions différentes des gens. Mais voilà, dans le respect, je pense que maintenant, ce qui se perd sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est caché derrière un ordinateur et c'est facile de manquer de respect. Mm. Mais j'aime beaucoup les échanges et je suis. Voilà, c'est vrai que des fois, je lis 2, 3 critiques sur moi. Des fois, je me dis, ouais, peut-être qu'il a pas tort en fait. Peut-être que ça me fait réfléchir. Peut-être que lui, depuis son canapé, depuis la télé, il a une Mm. vision complètement différente de moi, ce que je vis, ce que je reçois. Et ce qu'il perçoit n'est peut-être pas faux non plus. Peut-être qu'il faut que je m'améliore là-dessus. Peut-être que, voilà, Et je dois avouer que je lis de moins en moins les commentaires, mais même les positifs en fait, parce qu'à part flatter mon ego, ça fait pas grand-chose, quoi. Mm. Ça fait plaisir de se voir soutenu. J'essaye quand j'ai le temps, j'essaie de donner un petit peu aussi aux gens de dire je vous lis, enfin voilà, de mettre un petit like pour dire bah je vous lis. Je peux pas, malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, Mm. c'est pas possible, ça fait vraiment énormément de messages, mais je prends conscience de tout ça et je prends aussi conscience des critiques et je peux les entendre si elles sont constructives et si elles sont respectueuses. Ok. Et ben, très bien dit. Très bien dit. Voilà, une belle leçon de communication. Euh, pour passer à une touche un peu plus positive, comment est-ce que tu fêtes? Comment est-ce que tu célèbres? Euh, Est-ce que tu as un rituel de célébration ou de pour fêter tes victoires?
Pas du tout. On croirait qu'il y en a des milliers et des milliers, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Des victoires, ça dépend. En fait, nous, on enchaîne tellement les compétitions qu'il faudrait poser la question au staff. C'est le staff surtout qui célèbre les victoires. C'est vrai que quand on est sportif, on passe vite à autre chose. Hein. C'est hallucinant parce que c'est les montagnes russes. En fait, t'as une émotion de malade quand tu passes la ligne. Tu passes par... d'un coup, tu as l'euphorie, t'as les messages. Si tu as le téléphone dans la poche, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Et tu ouvres le téléphone, tu dis wow, tu reçois une centaine de messages. C'est assez fou. Et d'un côté, il faut se relancer le lendemain. Donc en fait, c'est super dur de trouver ce juste milieu, de dire je profite, mais je perds pas trop d'énergie non plus parce que la saison est longue. Ouais. Mon rituel pour fêter ça, c'est je fête en fin de saison. Je fête en fin de saison, donc il y a déjà notre rituel de brinque de fin de saison entre biathlètes à la fin de la dernière Coupe du Monde. Et après, quand je rentre à la maison... On a envie d'être invité, hein. Ça donne envie. Mais non, il faut être accrédité, il faut être biathlète. Ce qui se passe dans le biathlon reste dans le biathlon, là, pour le coup. Mais les sportifs, on tient pas beaucoup l'alcool en plus, donc vous viendrez avec beaucoup trop d'avantages sur nous. Donc J'ai arrêté, j'ai pas bu une goutte d'alcool là depuis 6 mois là. J'ai arrêté l'alcool là, définitivement. Pas mal. Non, mais on passe des bons moments, on se marre bien. Mais mon rituel, cette fin de saison, c'est avec mes potes. Je sais qu'on fait une soirée souvent au saisie, juste en fait pour se retrouver et pour fêter. C'est l'excuse, c'est de fêter ma saison en fait. Mais on se dit, ouais, la saison elle est belle, on la fête. La saison elle est pas belle, on la fête parce que c'est fini et au moins on tourne la page. Donc en fait, on a juste envie de faire une fête tous ensemble. Donc ça, je pense que c'est un rituel qu'on a depuis quelques années. Et après, quand il y a des gros événements, qu'il y a retour des Jeux Olympiques, là, retour cette année, avec le Globe, j'essaie de faire un truc avec toute la famille et les amis, juste plus tranquille, mais louer une salle et faire un repas tous ensemble où on se retrouve et où ça me permet en fait de voir tout le monde et de remercier tout le monde qui, je sais, me soutient à la télé. Certains se déplacent sur les Coupes du Monde en plus. Mais voilà, comme moi j'ai tendance à être quand même très, très pudique avec tout ça, c'est des fois un petit moment de stress de me dire ouais, autant de monde est venu là pour me féliciter de ma saison, quoi. Donc j'aime bien les petits trucs plus discrets entre nous, tranquilles. Ok. Mais au moins tu les fêtes, c'est bien. Enfin, il y a un petit instant qui est sacralisé, organisé par papa, maman, peut-être. Mais... Non, j'ai des super... mes sœurs c'est surtout mes sœurs qui sont à bloc avec ça. Elles ont envie je pense aussi de fêter ça parce que finalement c'est un projet familial, hein, ça quand même. Même si maintenant je suis partie de la maison, j'ai ma vie, mais ça reste quand même des émotions qu'on transmet à la famille. Ma mère elle est stressée quand elle regarde mes courses. Voilà, c'est aussi je pense un peu leur manière de me remercier, et moi en tout cas je les remercie de fou de me suivre comme ça parce que franchement c'est un moment familial de dingue de pouvoir vivre des moments comme ça. Ouais, j'imagine. J'ai mes dernières petites questions un petit peu de la fin et je voulais savoir qu'est-ce que tu feras quand tu feras plus de biathlon? C'est quoi les sports qui te titillent et que tu as envie d'essayer ou que sur lesquels tu as envie de progresser? Là, en ce moment, je suis très trail en ce moment parce que j'ai fait le 10 km du marathon du Mont Blanc. Je crois que je suis partie dans un délire en mode j'ai envie de faire plus, je vais faire un 42, je vais faire ci, je vais faire là. Enfin, je me calme un petit peu. Après, honnêtement, le sport, j'adore le sport. Tu pourrais le caler dans une saison l'été ou c'est vraiment chaud? Je pense qu'après les Jeux, une fois après les Jeux, dans la saison de transition, en me disant je pars sur une saison où j'ai besoin de nouveautés. Après, un 42, ça pourrait faire. Voilà, plus long, c'est impact. Après, c'est à discuter avec les coachs. Mais ça serait des choses qui pourraient potentiellement se faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'attire. En fait, j'adorerais voir comment je gère les coups de mou mentalement. Comment est-ce que je serais capable de m'alimenter? C'est un peu le challenge là, de me dire comment réagit mon corps, apprendre encore à connaître mon corps dans des efforts plus longs que le ski de fond. Après, qu'est-ce que je ferais Là, ce serait beaucoup plus long pour le coup. Hein. Beaucoup plus long, ouais. Beaucoup plus long. Mais j'aime en fait, j'aime ça. J'aimerais faire un marathon, j'aimerais faire du trail, j'aimerais faire tout ça. T'en fais déjà. Après, t'es peut-être pas aligné sur des start lists. Exactement. Je suis arrivé ce matin, et tu me dis oui, aujourd'hui 1300 mètres de dénivelé, tranquille. Oui, je me suis fait une belle sortie de 3h30 ce matin. C'est vrai. J'adore, mais le challenge du dossard. Ouais. Après. Je pense que je me suis pas fermé de porte pour ma reconversion, par exemple, j'en ai aucune idée.